12. Le Zénith, et c'est le talk show qui chaque matin, entre 10h et 12h, vous donne bien évidemment de mieux comprendre le Cameroun. Et c'est avec une belle fierté que nous retrouvons encore Charlamagne Bachou ce matin, Dominique Audrey Yengeleng, Bonbon Bengan Kenji et Isabelle Carole Zoupette. Allez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie, notamment, et l'entreprise distributrice d'électricité au Cameroun, Eneo? Comment comprendre qu'aujourd'hui, 1 milliard serait en train de diviser les deux compartiments, on va dire, de la gestion de la gouvernance au Cameroun, qui aurait validé les 1 milliard qui devait être restitué à Eneo aujourd'hui? Pourquoi le ministre a gardé le silence autour de cette question? Ça fait débat. Les parlementaires, il y a quelques jours, n'ont pratiquement pas évoqué cet aspect, mais surtout les sénateurs tentent tant bien que mal de mieux comprendre le fond de l'affaire. Quel est, bien évidemment, aujourd'hui le regard que porte Gaston Elundwe Somba sur la distribution de l'électricité au Cameroun dans sa globalité? Sujet assez intéressant. Nous en parlerons dans cette édition du Zénith. Et on saluera certainement les Camerounais qui depuis hier semblent, on va dire, enclins à apporter leur contribution à l'endroit de ces derniers à Paris, qui ont été enfin ressortis dans un procès qui aura duré un peu plus de 2 ans aujourd'hui concernant les casses de l'ambassade du Cameroun en France. Ils en sortent 3 avec une amende portée à hauteur de 45 000 euros. Et il faut bien sûr le dire, à la demande de ces derniers, ils ont simplement tendu la main aux Camerounais et ont supplié que cette cotisation soit faite à leur endroit. Ce qui est curieux, c'est de dire qu'avant de dormir hier soir, la cagnotte dépassait les 5 000, les 5 000 euros déjà contribués. Et depuis ce matin, en même temps, ça continue. Dire que les Camerounais sont dans une résistance et tentent tant bien que mal d'apporter également leur soutien à ceux qui plaideraient pour leur cause. Comment vous comprenez cela? Quelle analyse vous en faites? Nous en parlerons assurément dans cette édition. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bienvenue Bonbon. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les tribunaux de Douala vont encore se pencher ce matin pour une énième fois de l'affaire Golfin et ses ex-employés. Madame Sopo avait bénéficié déjà de mise en liberté provisoire sous caution. Qu'en sera-t-il des 3 autres? Pour un détournement présumé, en fait, pour une malversation présumée de 900 millions, elle a placé plus de 1 milliard 200. Est-ce que les autres 3 ne pourraient pas bénéficier de cela? Faut-il que chaque prévenu apporte sa caution à part alors que la plainte était collective? Je n'en sais rien. La justice est très compliquée dans notre pays. Mais toujours est-il quand même que la société PEC, que Golfin avait dit que ce n'était pas illégal, c'était une société écran, existe bel et bien et avait pris l'engagement à l'époque de payer cet argent si jamais Golfin ne voulait plus aller jusqu'au bout, mais il fallait quand même payer une certaine somme de remboursement. Au lieu de procéder à l'amiable, on en est là aujourd'hui. On a même refusé, les principaux responsables de Golfin avaient même refusé, comme l'exigeait leur contrat, que les tribunaux de Londres s'intéressent au dossier. Ils ont préféré venir au Cameroun où, là-bas, on a les gros bras au Cameroun. Mais bon, au moins, comme le tribunal a commencé à donner la possibilité aux prévenus de paraître libres, au moins aujourd'hui, on pourra également laisser aux 3 autres leur liberté provisoire pour comparaître libres. Très important. Voilà. Très important ce dossier Golfin qui depuis des semaines et des mois, je vais dire depuis décembre 2020, oui effectivement ça fait grand bruit quand même. Et ces 3 autres prévenus devraient, vous l'avez très bien dit mon Bengan, bénéficier également des mêmes avantages qu'a eu Madame Sopo Christine dans l'affaire, afin eux aussi de comparaître libres. Nous en parlerons bien évidemment dans les jours à venir. Nous tenterons de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette affaire devenue un réel scandale et qui met en mal, on va dire, l'image de la justice camerounaise. Qui sont ceux-là qui tiennent ce dossier aujourd'hui? Charles Amel, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Puisqu'on parle de la justice, restons dans la justice pour dire qu'enfin on a pu, au moins des juges sérieux, ont pu se pencher sur le sujet
de la pauvre veuve de l'affaire Talla, vous vous rappelez, veuve Kameni, on a pu se pencher sur son dossier et je peux vous rassurer que désormais le sort, c'est à la Cour suprême désormais de trancher définitivement et de restituer à cette pauvre veuve et ses enfants le fruit de leur père, ce que leur père aura laissé. Merci à ces juges qui ont pu tout casser. Vivement que la Cour suprême, qui a le dernier ressort, qui a le dernier mot, puisse trancher, car on n'abandonne pas la veuve et l'orphelin. Peut-être ça, il faudra préciser pour nos téléspectateurs que M. Talla avait un de ses neveux à qui il avait confié les décisions pour mettre les enfants de côté. Décédé, au lieu que qu'ils reviennent avec la famille pour dire que votre papa n'est plus là, toi maman, ton mari est parti, voilà ce qu'il m'a laissé pour gérer. Le gars a tout bafoué. Il a mal fait procéder à des malversations et pour prendre tout ça en son compte. Voilà, donc, on en parlera. Merci beaucoup, Chalamel Bachou. Isabelle Carole Zopet, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. On parle de 62 500 masques saisis. On se pose bien la question de savoir, décidément, c'est tout qui soit contrefait, qui passe par des réseaux plutôt en clandestins. Aujourd'hui, ce sont des masques pour la lutte anti-Covid qui sont saisis. 62 500 masques. Ce que nous fait savoir ce matin la nouvelle expression. Justement, il faut préciser que ces masques, voilà, ne détenaient pas de certificat de conformité. Alors, mais au Cameroun, on tente tant bien que mal avec les tissus également de fabriquer des masques aussi. Hein. Donc, il faudrait bien qu'on sache exactement ce qui se cache derrière. Qui aurait acheté ces masques? Quelle entreprise a commandé pour mettre à disposition de qui? Eh bien, il faut bien sûr s'arracher la nouvelle expression de ce matin. Ça veut dire qu'on ne se soucie plus de la santé des Camerounais. Voilà. Dominique, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour à monsieur le maire de la ville de Yaoundé qui a, à travers une mesure rendue publique le 29 juin, demandé aux uns et aux autres de mettre la peinture, de nettoyer les alentours de leur maison avant la fin du mois d'octobre, si je ne me trompe. Je crois que c'est une mesure qu'on devrait saluer parce que par là, on aura des villes qui seront propres, des maisons qui seront propres également. Et pourquoi pas emboîter le pas au niveau de Yaoundé dans les autres villes pour avoir un pays propre dans l'ensemble. Quand on sait que nos rues sont ornées de poubelles, d'excréments, de fosses septiques qui ont pété et tout. Donc il faudrait que de son côté, du côté de la mairie, qu'on fasse le nécessaire pour que les citoyens à leur tour mettent la peinture sur les maisons et nettoient les alentours tout autour. Donc c'est un travail qui doit se faire de façon conjointe. Je reviens de vous demander à qui va acheter les seaux de peinture. Ce sont vos maisons. Est-ce que c'est quelqu'un qui va acheter la peinture? Voilà. Que vous mettiez... Qu'est-ce qu'on en fera? On met la peinture sur les carreaux. Ah bon? La mairie, oui, on met la dans la sur les nomenclature de la mairie, ils ont un adjoint chargé de l'assainissement. On paye pour ça. Voilà. Donc on paye pour qu'on mette la peinture sur les maisons. Et commence d'abord à nous dégager les souris. Vous avez parlé des poubelles. Il faut qu'il nous fasse un bilan, qu'est-ce qu'il a apporté et qu'est-ce qu'il compte apporter. Vous n'avez pas besoin d'un bilan pour que votre maison soit propre quand même. Mais quand ils ne veulent pas ramasser les ordures qui sont devant la maison. Si on ne ramasse pas la peinture, vous laissez votre maison sale, votre bâtisse sale. Ce qui est derrière cette idée, c'est que la Coupe des Nations arrive. Si vous n'êtes pas propre, on vous taxe. Comme la taxe qu'on paye déjà, qu'ils utilisent ça pour faire la propriété. Les citoyens doivent nettoyer leur maison. Il faut dire aux Camerounais que chaque année, au moins, mettez la chaude. Mettez la chaude. C'est quelqu'un qui dort chez vous. C'est vous qui dormez chez vous, non? Dans votre maison, vous devez mettre la peinture. Merci beaucoup, Dominique. L'émission s'appelle 10-12 Zénith, mesdames et messieurs. Chaque matin, nous tentons tant bien que mal de vous ramener ici des histoires. Et Dominique Audrey a la lourde responsabilité de nous les collecter à chaque fois. Et vos commentaires et avis sont attendus, soit à travers le SMS, par SMS bien sûr, puisqu'il y aura le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran, ou encore sur Equinox TV. Allez vous y abonner et écoutez-nous. Lâchez-vous, exprimez-vous. L'histoire. C'est l'histoire d'une maman qui nous écrit, raconte qu'elle a vécu 10 ans de concubinage et 8 ans de mariage. Ça fait 18 ans qu'elle connaît l'homme qui partage sa vie. Avec cet homme, elle a eu 6 merveilleux enfants et jusqu'ici,
sa vie a toujours été rose parce que son mari a multiplié des missions tout au long de sa carrière et il était un bon mari. Même lorsqu'il n'était pas dans la ville, quand l'affectait dans d'autres villes ou bien à l'étranger, son mari était constamment au téléphone. Il était hyper attentionné, super avenant avec la famille, dont il était également présent comme un bon père pour toute la famille. Donc, il y a quelques années, le monsieur est revenu définitivement s'installer dans la ville, disons, de Kribi, voilà. Et c'était un dimanche. Après le culte, il était à table avec sa femme et ses 6 enfants. Ils étaient en train de manger le repas de midi et on sonne à la porte. Lorsqu'on sonne, sa femme se lève et va ouvrir. Elle voit un jeune homme à l'entrée qui demande après son mari. Elle fait entrer le monsieur. Puisqu'ils étaient encore à table, on donne un siège et un plat au jeune homme et ils finissent de manger. Après le repas, on demande donc au monsieur quel est l'objet de votre visite et tout. Donc il fait savoir au monsieur que voilà, sa maman est décédée et tout. Et il a fini par se renseigner et il s'est rendu compte que c'était là que vivait son père. Depuis qu'il est né, il n'a rencontré son père que quelques années, donc il ne se souvenait pas exactement du visage, mais avec des recherches et la famille et tout, il a fini par retrouver celui-ci et aujourd'hui il veut connaître ses frères, il veut vivre avec son père désormais puisque sa maman est décédée et il sort un acte de naissance où son père l'a effectivement reconnu. La femme a été un peu interloquée, mais comment c'est possible, chéri, c'est quoi cette histoire et tout? Il dit oui, c'est vrai, effectivement, quand je m'étais rendue au nord, là-bas, j'ai fait un enfant et tout et tout. Elle a commencé à bavarder, elle a crié, elle a tempêté et tout. Le monsieur se lève et il va dans la chambre et il ramène un sac qu'il avait interdit que ce soit à la femme ou aux enfants de toucher parce qu'il avait les documents importants à l'intérieur. Donc il sort de ce sac une chemise et à l'intérieur de la chemise, il y avait 14 actes de naissance. Et sur les 14 actes de naissance, le mari, son mari était présenté comme le père de ses différents enfants et il fait savoir à sa femme que en fait, en plus des 6 enfants qu'ils ont officiellement sous leur mariage monogamique à bien commun, il y a 14 autres enfants qu'il a fait tout au long de sa vie. Donc, cette femme a frôlé de peu la syncope. Elle était à 2 doigts de trépasser. Mais Dieu merci, son cœur était hyper très bien accroché. Donc, elle a commencé encore à pleurer. Elle a commencé à faire un deuil carrément. Et son mari, incapable de lui donner une explication, est sorti de la maison. Donc ça fait 2 semaines, elle n'a pas de nouvelles de son mari, mais la question qu'elle pose est de savoir, est-ce que je devrais pardonner ce genre de choses à cet homme qui a si bien caché son jeu? Comment est-ce qu'on peut vivre avec 14 enfants et cacher leur existence? Et à côté de ça, qu'en sera-t-il des biens? Parce qu'il faut dire que la maman, elle fait le commerce, elle fait la ligne, elle vend le charbon, elle livre le charbon dans les marchés et elle aimerait savoir si son mari décède aujourd'hui, comme il a reconnu 20 enfants là, est-ce que ce qu'elle a travaillé va revenir à ses enfants et tout? Mais plus 6 non, plus 6, ça fait 20 enfants non? Voilà, est-ce que c'est un homme riche? Il n'est pas riche, il est riche de quoi? Donc, est-ce que les 14 autres enfants là devront avoir des parts dans ce que elle a travaillé? Donc voilà. Bon, ça c'est ma question à moi. Je sens les ongles roucoulés depuis un petit moment quand vous racontez l'histoire. Ils roucoulent en réalité. On comprend pas ce qui animerait Bobo Bengan, les Charlamène Batou qui sont. C'est-à-dire ça bouge en même temps. Ben, ils veulent bien se comprendre. Ah ben, est-ce qu'au moins elle vous a dit qu'elle a pris la peine d'aller chercher au moins où se trouve son mari aujourd'hui? 2 semaines quand même hors de la maison, même si ça fait 14 enfants dehors. Est-ce qu'elle a pris la peine d'aller les chercher déjà de l'école? Bonne question, monsieur. Il paraît, à la question, elle dit il paraît qu'il dort dans un motel. Est-ce qu'elle est allée le chercher? Permettez, vous n'avez pas encore la parole. Elle n'est pas allée le chercher, mais il paraît, il y a des hypothèses. Soit il est allé chez l'une des mères de ses enfants, soit il dort dans un motel tordu, pourri quelque part, à Douala ou à Kribi, où vous voulez. Mais elle ne sait pas exactement là où il est. Alors, et elle ne l'a pas appelé. Justement, puisque vous avez la parole, hein, on veut bien comprendre. Comment est-ce qu'on résout une telle affaire, Dominique Audrey? Merci, Carole. Comment est-ce qu'on résout une telle affaire? Vous qui êtes maman, vous qui êtes femme, vous qui... Comment est-ce qu'on résout une telle affaire? Vous mettez à la place de la femme? Quelles sont les solutions que vous vous donnerez vous-même? Après avoir prié le psaume 52, oui,
Parce qu'il faut que justice... Demande d'explication. Oui, il faut que justice soit faite. Il n'y a pas d'excuse à accorder puisque votre mari ne vous a pas demandé pardon. Il a estimé que vous êtes en train de bavarder. Il a commis une faute alors. Vous jacassez, oui. Oui, il mène 14 vies en parallèle. En parallèle d'elle. Donc, il a 15 vies dans son sac. Ça veut dire 15 foyers, 15 enfants. Peut-être, ça c'est même pour les enfants qu'il connaît. Peut-être qu'il en a d'autres qu'il ne connaît même pas encore, qui sont en chemin. Donc, il ne vous a pas demandé pardon. Vous n'avez rien à lui pardonner. Puisqu'il estime qu'il n'a rien fait de mal. Maintenant, la question... c'est fort, hein. Avoir un mari qui a un enfant dehors, c'est gérable. C'est gérable s'il vous dit à temps, lorsqu'il a commis la bêtise, d'avoir des relations non protégées avec sa maîtresse. C'est compréhensible. Mais s'il le fait 14 fois, c'est méchant, c'est mesquin. Je crois que si les hommes ont décidé de nous faire accepter, du moins pensent qu'on a accepté, qu'ils sont infidèles par nature, que c'est génétique, on l'accepte. Mais il faudrait un minimum de respect pour la personne en face. Protégez-vous. Parce que l'enfant, c'est le moindre mal. Il peut ramasser n'importe quelle maladie et venir filer cela à sa pauvre femme. Comme ça, 14 enfants, ça implique 14 garçons ou bien 14 filles qui peuvent rencontrer l'une des filles, des 6 filles qu'il a avec sa femme et tomber sous le coup de l'inceste. Il faudrait que les uns et les autres apprennent à assumer leurs actes. Vous ne pouvez pas coucher dans le lit d'une femme tous les jours, la regarder dans les yeux, lui dire que vous l'aimez et sortir de son lit, aller dans un autre lit, dire la même chose à une autre femme et revenir encore avec votre malchance dans la vie de cette femme. Personne ne peut prouver cela aussi. Hein. Pardon? Personne ne peut prouver qu'il le disait. Il est parti revenir le dire. Ah bon? Personne. Bah, comme on a tous eu des hommes dans nos vies qui nous ont fait des choses, on sait que c'est comme ça qu'ils font. Donc il y a qu'aujourd'hui, madame, vous faites un procès aux hommes là ce matin. Commencez à protéger vos biens. Vraiment, je ne sais pas si on a des avocats qui nous regardent, dites-nous si on peut changer rapidement le régime matrimonial parce qu'il le faut. 14 enfants dont les mères n'ont pas travaillé à la construction, à la constitution, à l'amas de la richesse de votre mari. Ces enfants n'ont pas, je pense que ces enfants n'ont pas le droit d'avoir ce que vous avez travaillé. Ils peuvent avoir ce que leur père a travaillé, mais ce que vous avez amassé tout au long de votre vie revient exclusivement à vos 6 enfants. Donc, s'il y a une possibilité de changer le régime ou bien d'arrêter de mettre de votre argent dans l'argent de votre mari, faites-le dès maintenant. Parce qu'il ne va pas aller chercher ces problèmes pour que vous veniez assumer cela. S'il a décidé d'être polygame à 14 femmes, avec ces 14 femmes que chacune amasse pour ses enfants, et non vous n'allez pas travailler pour les enfants de ces femmes-là. Vraiment, s'il ne veut pas rentrer à la maison, comme c'est un grand garçon, il a pris les clés de sa voiture, il est parti. Comme un grand garçon, il va revenir. Parce que c'est de la même façon qu'il était grand, en ayant ces réactions physiologiques, ces érections qui ont conduit à ces enfants-là. C'est un grand garçon, il va rentrer à la maison. C'est un grand monsieur. Oui. Moi, je veux savoir, monsieur, pourquoi? Parce que sa femme s'est fâchée. Oui. Donc, il lui balance que j'ai 14 autres enfants, donc en plus de tes 6 que tu m'as donné. Et comme elle a commencé à dire, comment tu peux faire ça? 14 enfants et tu ne me dis rien. Est-ce que le mal est profond, Isabelle Carole-Zopet? Est-ce que c'est autant profond pour que l'homme trouve assez de courage pour partir de la maison et que la femme qui est censée, qui est à la maison, qui est la mère, qui est la reine-mère, ne trouve pas assez de force pour le ramener et lui dire, il y a 14 enfants autres que tu es faite en dehors des 6 autres que nous avons à la maison, reviens à la maison, parlons-en et trouvons justement une issue favorable. Je crois que le problème au départ n'était pas profond. Maintenant, c'est les deux partenaires qui sont en train d'apporter ou encore de donner beaucoup de profondeur à cette situation. Quelle peut être la crainte de cette femme? La crainte de la femme, moi je crois qu'elle ne devrait pas craindre dans une certaine mesure et vraiment prendre un peu de recul dans une autre mesure. Je m'explique. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, la même erreur plusieurs fois est une décision. Au départ, on dit c'est une erreur, mais si on reprend une erreur, ça veut dire que c'est une décision. Délibérément, ça veut dire que ce monsieur a voulu avoir des enfants, pas avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a voulu avoir plein d'enfants.
Il y a des hommes comme ça. C'est-à-dire que, parce que vous n'allez pas me dire que, ok, d'accord, il a fait un enfant, oui, c'était un peu sous le coup d'un soir, d'un verre de trop et tout, et puis qu'il a refait la même chose 14 fois. Non, ça veut dire qu'il a personnellement fait le choix d'avoir une autre famille en dehors de celle qu'il a avec sa femme. C'est le choix de cet homme. Alors, s'il a réussi à avoir 14 enfants sans que sa femme ne suspecte rien, ne soit au courant et tout, quelque part, ça veut dire que on va pas dire que c'est un super homme ou quoi que ce soit, mais on va quand même dire qu'il faut saluer quand même la dextérité, voilà, de cet homme. On va quand même saluer cette dextérité-là parce que... Son sex appeal? Non, non, pas son sex appeal, je vous explique. Si vous êtes sous le même toit avec un homme, il réussit à avoir 14 enfants sans que ça ne vous effleure, ça veut dire en fait que votre périmètre ne souffre de rien, je m'explique. Ça veut donc dire qu'il a passé ces 14 années à toujours donner à manger à sa femme, à toujours faire ce qu'il avait à faire, à toujours être présent, à toujours jouer le rôle du père, à toujours être protecteur, à toujours être là quand il le fallait. Parce qu'il y en a qui n'ont pas des enfants dehors, qui sont volages et qui mettent en mal leur foyer. La femme ne s'est pas rendue compte parce qu'en aucun moment son foyer n'a été délaissé. Si elle avait dormi une nuit affamée, elle aurait commencé à suivre son mari. Si elle avait eu des enfants qui n'allaient pas à l'école, elle aurait commencé à le suspecter, à fouiller le téléphone, à convoquer des réunions de famille, à dormir chez la belle famille et tout pour savoir ce qui se passe. Donc vous avez un monsieur qui a tout fait pour faire le crime parfait, mais qu'il sait qu'il n'y a pas de crime parfait, qu'il y a des crimes qui sont toujours imparfaits, mais pour lui au moins l'idéal était de sauver le périmètre de la femme. C'est ce qu'il a fait. Alors, s'il a fait jusqu'ici, je crois qu'il a pris toutes les dispositions. Il a reconnu les enfants et tout. Ça veut dire qu'à chacun de ses enfants, il a pris la peine de pouvoir les mettre là où il faut. Parce que s'ils vivent depuis et qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas venus embêter la femme en question, ça veut dire qu'ils ont tout le nécessaire aussi là où ils sont. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Si vous faites des enfants avec une femme, vous la délaissez, vraiment, elle viendra vous nuire chez vous. En 30 secondes, Dominique semble ne pas être d'accord avec cette approche-là. Justement, l'autre est venu parce qu'il a dit qu'il en a marre d'être sans père. Il veut également son Il est venu père. transmettre le message du décès de maman à son père aussi. Il a dit qu'il veut son père. Il veut son Il est père. par ailleurs venu transmettre le S'ils décès étaient de la en maman. contact, il saurait que la mère de cet enfant était morte. Ils sont plus en Ils sont contact. plus en contact. Ils sont non plus en contact. Et Ça veut dire il qu'il a ne s'occupe pas. annoncé que Ça sa veut mère dire est décédée. qu'il ne s'occupe pas de la plupart de ses enfants. Très bien. Voilà. Poursuivez, Elisabeth Caron. Ce que je veux dire, c'est que cette femme est choquée, elle est déçue. Et ça, il faut le comprendre. Et le monsieur devait le comprendre. Donc, ce n'était pas à lui quand même de ramasser ses clics et ses claques et de dire qu'il Peut-elle le ramener à la maison? Non, c'est l'homme qui devrait utiliser le temps qu'il faut, l'environnement qu'il faut, le cadre qu'il faut pour dire cela à sa femme. Parce que quand il la laisse bien avec elle, monogamie, je t'aimerai pour la vie et pour toujours et quoi que ce soit, il devrait quand même penser à ces phrases et lui dire simplement, écoute chérie, voilà ce qui a pu arriver. Mais quand c'est lui qui part, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucune raison pour laquelle sa femme devrait se mettre dans un tel état. Oh que non, c'est à lui de ramener sa femme. Parce qu'on dit quand il y a déjà un enfant, toutes les colères s'apaisent, toutes les colères vraiment se volatilisent. Parce qu'il y a déjà l'enfant. C'est-à-dire quoi que vous fassiez, ces enfants sont là et on ne peut pas réparer cela. Donc vous acceptez, vous digérez. Mais maintenant, il faut que vous ayez les fruits nécessaires pour une bonne digestion. Donc je crois que c'est à ce niveau que monsieur devrait intervenir. Quel peut-être l'intérêt, cher Lamine Bachou, pour un homme qui vit en couple justement avec une femme, de faire des enfants. 14 enfants quand même en plus, en dehors des 6 autres qu'il a déjà à la maison, sans pour autant en parler à sa femme à la maison. Est-ce que la femme serait, pour beaucoup là-dedans, et même, qu'est-ce qui peut justifier de votre point de vue une telle attitude, un tel comportement, Monsieur Michel Ngacho, une telle floraison? Monsieur Michel Ngacho, vous criez beaucoup. 14 enfants, 20 enfants, 14 enfants, c'est quoi? Il faut combien, 5 C'est ans? quoi? Il a fait quoi là? 14 enfants, 20 enfants. Il en- Il a battu le record de qui? Il en faut 50, il Non, en faut 100. non, non, monsieur Michel Ngacho. Il faut analyser. Permettez-moi, il faut aller et analyser. Il y a des hommes arbres et des hommes oiseaux. Vous avez des hommes arbres qui ne restent que sur place. Maison, boulot, dodo, maison, boulot, dodo, ils ne sortent pas. Vous avez d'autres qui ont choisi des métiers par passion, le voyage, les déplacements. Premièrement, ce monsieur voyage beaucoup. Par rapport à ces 10 années qu'ils ont vécu en concubinage, il n'était jamais sur place. Travaillait-il dans le secteur du domaine et des cadastres où il fallait aller borner les terrains, tracer, on ne sait pas. Travaillait-il dans le secteur, était chauffeur grimier, on ne sait pas.
Voilà monsieur qui parlait, il fait 3 mois en bourse. Monsieur Michel Ngachou, 3 mois dans un froid total. Vous ne pouvez pas imaginer. Il est obligé, monsieur Michel Ngachou, d'avoir recours à des méthodes traditionnelles. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié qu'il n'a pas fait d'enfant. Il n'a pas nié. Il a juste dit, j'attends le bon moment. Je ne parle pas. Je joue mon jeu. Je reste avec mon épouse. Je joue mon rôle de mari tranquille. Lorsque ça a pété, il dit non, ne te dérange pas. Ce n'est pas seulement ne bouge pas, j'arrive. Il allait prendre le sac pour dire que avant de t'écrouler définitivement, voilà 14. C'est à la femme de rester tranquille. Parce que l'enfant est venu avec son acte. Avec son acte. En dehors de l'acte que l'enfant tenait entre les mains. Donc, ce n'est pas 20, c'est 21. 21. Parce qu'il n'avait pas l'acte de celui-là. Voilà. Non, mais il faut que vous calculez bien, ça fait 21. Parce que vous avez dit 14, 20, c'est 21. Puisqu'il est venu avec son acte. Et lorsque le gars arrive, il dit que je suis venu juste t'annoncer que maman n'est plus. Et je vais être avec toi. Monsieur Michel Ngachou, cela démontre que, et je suis content de ça, que la femme croit souvent tout avoir entre ses mains. Elle croit avoir tout, contrôler l'homme dans son sommeil, dans sa respiration, dans sa façon de faire. Voilà un homme qui a sauvé les hommes. Il a réussi à déjouer tous les pronostics. Vous vous imaginez que vous êtes dans une maison avec une femme. Parce que s'il n'a pas pu dire, ça veut dire qu'il y avait un souci de communication entre les deux, monsieur Michel Ngachou. Parce qu'avant d'entrer, je lui dis, parce que ce sont les aînés de ceux qui sont à la maison. Ce sont ces aînés, les aînés de ces 6 enfants à la maison. Il y a ceux qui sont déjà grands, ceux qui travaillent même déjà. Ça, il faut aussi le dire. Il doit y avoir ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont à l'université. Pourquoi ne pas en parler? Pour revenir à ce que Dominique disait tout à l'heure. Monsieur Michel Ngachou, il n'a pas caché. Les documents étaient dans son sac de maison. Il n'a pas caché. Si l'aîné allait avec sa soeur sans s'en rendre compte plus tard. Non, monsieur Michel Ngachou, nous ne sommes pas dans le monde des si. Nous ne sommes pas dans le monde des si. Vous aimez trop les si. Nous ne sommes pas dans le monde des si. Le monsieur est conscient. Le monsieur est conscient qu'il a fait des enfants. Il fallait qu'il le dise. Vous pensez que personne dans la famille n'était au courant de ça? Les membres de la famille étaient au courant de ça. Mais il s'est dit, est-ce qu'il faut en parler maintenant? Ce n'est pas toutes les vérités qu'on déclare là, à l'immédiat, monsieur Michel Ngachou. Il y a des vérités qu'on déclare sur le temps. On prend le temps. Ça peut être même au soir de sa vie. Bon, Dieu sait, les chrétiens vont m'opposer le fait que nul ne sait l'heure, le jour, ni le moment. Mais chacun se dit, je prendrai le temps de l'expliquer, de préparer la femme. Il a dit, aujourd'hui, elle est en train de choquer. Ce que la femme fait, en fait, c'est parce qu'elle veut retrouver son mari. Elle a déjà pardonné à son mari. En venant voir Dominique Audrey, elle a dit que pardon, même si elle rentre d'abord à la maison. La femme est en train de supplier son mari que, malgré tes fautes, rentre d'abord. Non, mais c'est ça. Elle aime son mari. Elle est en train de dire, rentre à la maison, on va gérer, je vais te cuire doucement, je vais te frire tout doucement, mais rentre d'abord à la maison, monsieur Michel. Voilà, c'est bien. Donc c'est là où je voudrais dire à ce monsieur, quel que soit le lieu, qu'il ne rentre surtout pas. On a les histoires de conscience. Qui ne rentre pas? Non, qui ne rentre pas. On a les histoires comme ça, monsieur Michel Ngachou. On a vu les histoires d'Akono-Liga où les femmes attendaient que l'homme soit couché. On a vu l'eau chaude à Yaoundé. Qu'il ne rentre surtout pas à ce moment. Donc il reste tranquille et il organise une réunion de famille. Restez dehors comme un tampon Bengan avant de retourner à la maison. Vous êtes d'accord avec Charlamé? On ne rentre pas? Restez dehors. Je ne sais pas si sa belle-mère vit encore. Voilà. Si sa propre maman vit encore. Ouais. D'abord, c'est les premières personnes à qui poser le problème. Avant même les chefs de famille en question. C'est la belle-mère et votre propre maman. Quel type de questions est-ce qu'on leur pose? Qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Non, il ne la pose pas. Tu leur dis que maman, en fait, un de mes fils est arrivé là, comme il y a eu inattendu. J'ai profité de l'occasion pour montrer à ta fille que, bon, Catherine n'était pas au courant. Je lui ai montré, mais bon, tu sais bien que je n'ai jamais voulu irriter ma femme, mais pour éviter les amis, je me suis retiré un peu. Bon, comment je vais faire la belle-mère Non, c'est ça. La gymnastique. C'est pas la gymnastique. Parce que, en fait, c'est le bien-être. Et la femme dit ça même à Audrey. Elle dit, j'ai un bon mari. Je ne manquais de rien, malgré ses multiples voyages, j'avais tout. Et Isabelle a dit son périmètre. J'ajoute, en plus de son périmètre qui était protégé, sa surface aussi. Voilà. Il y a le périmètre, la surface, les hauteurs, les longueurs, tout était protégé. Ouais. Mais il faut reconnaître une chose. D'abord, on ne connaît les enfants d'un homme que quand il meurt. Un bon bantou, on ne connaît ses enfants que quand il n'est plus là.
Donc retenez ça. Deuxième chose, l'homme va vers une femme pour deux choses fondamentales. Il y a le sexe et l'amour. Mais l'homme épouse une femme pour la stabilité. Un homme peut vous aimer, il ne vous épouse pas. Parce que le sexe est un plaisir, l'amour est une affection, mais c'est le respect qui appelle la stabilité. Il peut vous aimer, vous êtes là 10 ans, mais parce qu'il a vu une femme 2-3 mois, il va l'épouser, vous allez dire qu'il ne vous aime pas. Il vous aime profondément et peut-être même plus que la femme qu'il a épousée. Mais il a vu en cette femme cette instabilité. Cette instabilité d'abord. Donc, quelqu'un là s'est dit, ma stabilité. Il était parti, il était commercial dans une entreprise, on ne sait pas. Mais il était toujours parti. Mais regardez comment il protège la femme. Mais comme c'est un homme sérieux et un homme aimable, adorable, il est même un des gens d'un bon bantou, partout où il faisait un enfant, il reconnaissait son enfant. Il reconnaissait son enfant. Justement pour éviter, là je rassure ma fille Dominique, il n'y aura pas d'inceste. Donc, sachez-le, l'homme épouse une femme pour la stabilité. Il peut vous aimer 1000 ans, il ne vous épouse pas, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais on ne connaît les enfants d'un homme que quand il décède. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même, si jamais il décédait bien avant? Les actes sont là, justement, c'est pour préparer les femmes. Oui, et que donc quand on ferme les yeux là, la première chose justement, je la comprends parce qu'elle était là. J'ai 6 enfants et le peu que mon mari a, le peu de commerce que j'ai, elle tablait déjà mes 6 enfants. Non, ils sont 21 déjà, peut-être seront 28. Donc en réalité, comment déjà savoir que bon, le peu qu'elle a, comment je vais aménager, mais les enfants qui viendront demain. Puisque quand il ferme les yeux, quand ses frères viendront, vont fermer les yeux, il restera, tu vas fouiller les sangs, tu verras les sangs. Est-ce que parlant qu'on parlait ce matin, on a des frères qui nous regardent ce matin, on a plein d'hommes qui nous regardent, ce ne serait pas légitimé cette façon de faire? On vit avec des femmes et on choisit de faire d'autres enfants dehors. Et à un moment donné... C'est l'erreur. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vous qui voulez les pousser à l'erreur. Non. Il a fait des enfants, il a fait des enfants avant qui sont les aînés de ceux qui sont à la maison, monsieur Michel Ngachou. Partons de ce principe, ce n'est pas un fait, ce n'est pas pendant qu'il avait la langue. Pas tous. C'est le dernier qui arrive. Le dernier qui arrive est suffisamment grand pour avoir pris ses pieds seul chercher son père. Non, monsieur. Tous ne sont pas les aînés. Donc, entre-temps, quand même, dans le foyer, il y a des jumeaux. Parmi ces 6-là, il y en a qui ont le même âge que ce qu'il a fait en dehors de la maison. Ça ne fait rien. François Hollande a épousé l'autre. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que... Non. François Hollande a épousé l'autre. Non, il faut discipliner. Si un homme décide d'avoir ce genre de vie, il est préférable que votre femme le sache. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les foyers une éducation qu'un père a envie de donner à ses enfants. Va-t-elle valider ça? Elle va valider. Elle peut valider? Oui, ça dépend de comment vous le lui dites. Ça dépend de comment vous annoncez les choses à votre femme. Les femmes peuvent tout accepter. Ah bon? Ça dépend de comment... Les femmes de 2021? Oui, elles acceptent. Ça dépend de comment elle vous a les raison, amenez. ça dépend donc de l'ambiance de la maison. Oui. C'est la femme qui oxygène la maison. Quand la femme n'oxygène pas la maison, et l'homme qui l'aime, il a mis là, et qui tient à la stabilité, parce que la femme qui a apporté la stabilité, ne veut donc pas irriter. Ma femme qui est tout pour moi là, qui est, si je pose ça maintenant, elle risque de. Allez, il veille donc à ce bien-être là. On va évoluer, on va laisser bien sûr le soin aux téléspectateurs de nous envoyer leurs messages, leurs avis, leurs commentaires, mais surtout des solutions pour cette famille. Probablement pour cette femme également qui semble être perdue, mais comment ramener l'homme à la maison? Je m'interroge ce jour sur la question de la culture à grande échelle du cannabis dans ce pays. En Afrique centrale, le Cameroun et le Congo-Brazzaville sont désormais d'importants producteurs de drogue.
Le Cameroun abrite les superficies les plus importantes après le Congo. La superficie moyenne de culture de cannabis est passée de 1 à 10 hectares au Cameroun. Dans certaines zones, 60% des agriculteurs ont introduit le cannabis dans leur système de production. Il y a quelques semaines, on a découvert du côté de l'ouest Cameroun une plantation de 5 hectares où on cultivait du cannabis. Selon une enquête réalisée par le Centre de recherche et d'études en économie et sondage, le CRETES, le cannabis, encore appelé mbanga ou chanvre indien, constitue la drogue la plus consommée de toutes les couches des populations au Cameroun, raison pour laquelle certains agriculteurs véreux se sont retrouvés à procéder désormais à la culture, à la transformation et à la commercialisation, distribution de ces produits. À ce jour, la région de l'Ouest serait le principal foyer de la culture du cannabis au Cameroun, avec un pourcentage de 26%. La région de l'Ouest est suivie de celle du Nord-Ouest, 17%. Région de l'Est, 17%. Région du Sud, 6%. Tandis que les régions du littoral et du Sud-Ouest, 41%. Et même l'Ouest et le Nord-Ouest, 39%. Principale zone de commercialisation du cannabis. Vous vous rendez bien compte que le littoral et le Sud-Ouest, 41% en termes de culture. Où cultive-t-on donc ces différents produits? Quelle est l'identité de ceux qui protègent les cultivateurs de cette culture? Comment comprendre que la production du cannabis sur l'ensemble du territoire national soit perceptible à l'intérieur des plantations au milieu des cultures? Là où il y a le cacao, dit-on, au milieu, le cannabis pousse. Le café, le coton, l'EVA, l'ananas, le maïs, le haricot, la patate, le manioc, le macabo, l'igname, tomate, piment, pastèque ou concombre. À côté, on cultive le chanvre indien. Ce n'est certes pas exact pour tous, mais dans la majeure partie des plantations où on a découvert la culture du chanvre ou alors du cannabis, il y avait ces différentes cultures qui favorisent, dit-on, la poussée. Comment comprendre que cette activité a pris de l'ampleur? Parce que réalisée dans les concessions parfois retirées, voire dans des chambres bien aménagées, sans pour autant que cette activité suscite la moindre attention de la part du voisinage immédiat. Quelle est l'identité des propriétaires de ces plantations qui prennent sur eux de cultiver sur des hectares désormais de terre? Rappelons-nous d'une de ces plantations hétérogènes, découverte le 22 juin au lieu dit Bamelou, localité du village de Balengang dans le district de Bacham, département de Bamboutos. Aujourd'hui, ils ne se plaignent pas. On dit là-bas que ceux qu'on attrape, ceux qui sont livrés aux forces de maintien de l'ordre, sont ceux qui n'ont pas cotisé dans le registre. Qu'est-ce qu'on appelle le registre là-bas? C'est la question qu'il faudrait savoir. Quelle est la valeur d'un stylo pour ce registre? Était-ce 1 million? Était-ce 2 millions? Question. Comment comprendre que ceux qui sont interpellés ne se gênent pas à dire on va aller puger, lorsqu'on va sortir, on va produire? Comment comprendre que les agriculteurs rencontrés ne se gênent pas à dire désormais, rien ne passe mieux dans le secteur agricole que cela. On ne vend plus le piment, on ne vend plus le manioc, ça sort lentement, alors que ces produits sortent très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, là, de voir que le ministère de l'Agriculture, avec tous ces 470 projets hautement financés, devrait repenser le secteur agricole et mettre assez de moyens pour permettre aux agriculteurs de pouvoir s'en sortir? Dans tous les cas, il faut le dire, la culture à grande échelle du cannabis est désormais en train de bien se poursuivre. Il se raconte que dans certaines zones, on construit désormais de grosses barrières. Des barrières qui vont sur des kilomètres juste pour protéger étrangement des champs de maïs. Alors, la bonne question, M. Michel Ngachou, devrait-on laisser cela? N'y a-t-il pas de complicité
qui existeraient au plus haut lieu, des complicités qui existeraient au plus haut lieu avec la protection de certains, et on va le dire la livraison à la vindicte des autres. Question. Merci infiniment, cher Alamin Bachou. Et d'ailleurs, la question que vous portez ce matin à l'attention du peuple camerounais et même de la communauté, on va dire internationale dans sa globalité, est une question hautement importante. Qu'est-ce qui peut justifier les nombreux réseaux de trafic de cannabis aujourd'hui au Cameroun, malgré les nombreux combats qui sont menés et mis en place par les services de sécurité, au niveau bien sûr national, mais même au niveau international, ça va encore plus loin. Mais je voudrais avant toute chose, Mohamed Bengan, puisque je commence par vous, poser une question qui peut sembler être peut-être stupide. J'ai dit sembler peut-être être stupide. Lutter contre une plante, est-ce possible? Non. Parce que, je la pose parce que on se rend compte que c'est une plante qui est naturelle. Tout à fait. Tout comme la cocaïne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le problème... Enfin, la cocaïne est issue d'une plante également. Voilà, le problème qui se pose, justement, c'est que dans, j'allais dire, l'organisation des sociétés modernes, les États se sont présentés comme des prédateurs. Ils peuvent venir, quand vous trouvez de l'or sur votre toit, on dit que ça appartient à l'État. Quand j'ai mon mukulungu que j'utilise pour mes rites traditionnels, on dit que c'est pour l'État. Vraiment. Même du roco que je veux abattre pour construire ma maison, on dit il faut te référer au chef de poste forestier pour dire que voilà, même si vous avez mis votre terre en valeur depuis vos ancêtres et tout ça. Maintenant, l'autre volet justement c'est quoi? C'est que les États, justement, ils ont dit que c'était pour protéger la population, certes. Mais quand vous protégez la population et vous cultivez ce qui est considéré comme la drogue pour les médicaments, pour certaines boissons, on oublie curieusement que les cultivateurs que vous utilisez là-bas vont se rendre compte de cela et ils vont également mettre de côté. C'est un peu avec les palmeraies. C'est avec les palmeraies. Moi, je pense plutôt qu'on aurait dû procéder à une formation de ces agriculteurs-là en leur disant, bon, vraiment, top secret, ici, 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 ici. Donc, c'est comme ça. Les États-Unis l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont commencé, certains États ont commencé à légaliser. Il y a même une boisson ici. Vous ne pouvez pas nommer, mais il y a une boisson. Tout le monde sait que c'est la cocaïne. La boisson gazeuse la plus vendue au monde. Voilà, la boisson gazeuse la plus vendue au monde. Tout le monde sait que c'est la cocaïne. Bon, les industries pharmaceutiques, ils l'utilisent. Donc, quand vous avez votre palmeraie, vous avez une plantation de cacao, de café, de quoi que déjà de verre, c'est que vous amenez là-bas cultiver les cultivateurs, vous prenez comme saisonnier, vous ne pouvez pas lui empêcher de prendre les noix, de prendre pour aller faire son poème, pour aller faire la sauce jaune, pour aller faire ceci. Mais vous verrez que les grands exploitants de ces palmeraies-là, ils empêchent même leurs employés d'aller faire le poème, alors que le gars n'a pris que quelques noix qui n'enlèvent en rien dans la production. Parfait. Et même lorsqu'il va extraire l'huile, il sait que vraiment je peux faire ceci ou le manyanga pour les palmistes et tout. On vous interdit, c'est là où c'est pas bon. Donc le système capitaliste, on ne sait pas en quoi c'est même, je vais dire, c'est révoltant à la limite. Vous l'avez évoqué, hein. Vous l'avez évoqué, vous me permettez, je vous relance. Vous l'avez évoqué d'ailleurs sur des questions thérapeutiques aujourd'hui, des validations à travers des laboratoires au niveau international. On s'en souvient également que le Maroc, en 2021, avait justement validé et donné son feu vert pour la culture du cannabis thérapeutique. Alors, le Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu, à votre avis, de plutôt encourager, peut-être pas encourager la culture, mais d'encadrer la culture afin que l'on procède plus à la formule thérapeutique aujourd'hui, puisqu'il y en a qui sont soignés. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que Chalamel l'a relevé aussi. Comme aux États-Unis, comme en France, comme dans ces pays-là, il faut encadrer la culture du cannabis. À la limite, faire en sorte que l'État soit, j'allais dire, le dépositaire. Mais s'il y a quelqu'un pour, je vais dire, pour avoir un agrément, mais parce qu'on ne va pas aller plus loin à cela, on reste à l'État, mais on confie. Aux États-Unis, par exemple, c'est des colonels retraités.
c'est des colonels retraités parce qu'on sait que l'encadrement est, j'allais dire, contrôlé parce que l'État en profite. Mais ici, on veut faire au même moment, on veut montrer que, ah oui, vous êtes mort, quand vous êtes dans le Banga, dans le Ndjap, dans le Cessi, on commence à vous dire, or l'État engrange de l'argent en cultivant cela. Est-ce que lorsque vous allez rendre ça public, on va dire que c'est un État voyou? Non. Non. La preuve, on prend le Artemisia ici, on fabrique les remèdes contre le paludisme alors qu'il n'y a pas de paludisme en Europe. Non. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Donc en fait, on doit, j'allais dire, ne pas privatiser, c'est-à-dire ça doit rester dans le giron de l'État, mais encadré par les forces du maintien de l'ordre, par les forces de défense et de sécurité, des colonels retraités, des commissaires retraités. Donc l'État les engage à le faire parce que justement, il y a un encadrement précis à faire. Et lorsqu'on va faire, la chose qui va nous arriver, c'est cela. Puisqu'on commence à libéraliser, en France, il y a des endroits où on vous dit on va faire le shooting. C'est déjà fait. Mais pourquoi on l'autorise alors? Donc, c'est un encadrement qu'il faut et une législation bien. Est-ce qu'on ne devrait pas justement, Isabelle Carole Zoupet, sur la colère exprimée ce matin, dire qu'on a plein de Camerounais qui sont aujourd'hui dans les prisons pour avoir certes cultivé ou encore consommé du cannabis, et pourtant la plante est naturelle, et n'y a-t-il pas, de votre point de vue, un autre combat à mener que celui de les emprisonner comme c'est le cas aujourd'hui? Parce qu'en réalité, vous dites que ressortis, ils vont continuer justement leur besogne. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je crois tout simplement que peut-être qu'ils ne sont pas eux-mêmes aussi conscients de tous les dangers que ça comporte. Nous sommes d'accord. De la consommation justement de cette plante. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat pour cela. Et quelle est la couche de la population la plus exposée? Malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, ce sont les jeunes qui sont les plus exposés. Ce sont eux qui sont beaucoup plus à la merci de cette consommation, qui sont beaucoup plus en train de prendre cela. Et on sait très bien les conséquences, aussi bien sur la santé, aussi bien sur le plan scolaire, aussi bien les performances en termes de rendu, ce qui concerne le travail. Je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement pouvoir démanteler tous ces réseaux. Parce qu'une chose est sûre, on connaît très bien les grands bassins de production de ces plantes. Au Cameroun. Au Cameroun, oui. C'est connu de tous. C'est connu de tous et je vois, je sais pas pourquoi les gens prennent le pas à pouvoir justement traquer sous cette personne, à pouvoir descendre dans tous ces lieux et tout. On va vous dire, ok d'accord, on a justement pu apercevoir un champ de cannabis et tout, qu'on aura vite fait de pouvoir appeler toutes les caméras, de pouvoir appeler toutes les chaînes de télévision, de pouvoir diffuser cela comme c'était un exploit et tout. Pourtant, c'est comme si vous enlevez un verre d'eau dans la mer, ça dit que ça n'enlève rien, ça ne représente rien ce que vous aurez fait. Parce que si c'est après 1 mois, 6 mois que justement vous trouvez un champ de cannabis, je crois que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut faire comme il se doit. Arrêter ces personnes, oui, c'est de bonne guerre. Mais combien de personnes sont arrêtées? Très peu de personnes, Michel. Ceux qui sont justement à la tête du réseau ne sont même pas arrêtés, n'ont jamais été arrêtés parce que ces personnes justement usent de leur pouvoir, de leur influence, de leur pouvoir financier, de leur nom pour pouvoir bien évidemment s'en sortir. C'est comme dans des quartiers à Douala, vous avez des quartiers où on vend ci, où on vend ça. Personne n'ose dire le moindre mot parce qu'on sait très bien que c'est vous qui serez en danger, vous serez en insécurité, la personne est connue de tout le monde et on va le dire ainsi, vraiment, on a l'impression à un moment donné que même les forces de maintien de l'ordre sont de mèche avec ces personnes. Sinon, comment expliquer même qu'on sache peut-être les points de vente de ces plantes et de ne pas pouvoir arrêter ces personnes? Ou alors, une fois qu'on arrête quelqu'un, 1 mois, 2 mois après, que la personne, vous retrouvez derrière cette personne au quartier. De qui se moque-t-on? Ça veut donc dire qu'il y a des enveloppes qui passent sous la table, qui font en sorte qu'on a du mal à mettre en exécution tout ce qui se dit ou encore tout ce qu'il y a comme sanction en termes de ces personnes qui s'opposent à cela. Fondamentalement, c'est dire que on pourra lutter difficilement contre cette pratique, contre, on va dire, les réseaux de distribution, de culture, de distribution en même temps du cannabis au Cameroun. Dominique Audrey, on le sait, tout à l'heure Isabelle Carole a posé quand même des balises concernant les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas dire de façon sereine que l'État du Cameroun manque à son devoir véritablement d'éducation des masses en leur disant d'accord, c'est une plante qui peut avoir des vertus thérapeutiques,
Mais le danger, justement, c'est de vous dire, à vous, enfants qui nous regardez, vous, jeunes Camerounais, et ceux qui sont investis en consommation, voici les dangers que ça représente quand vous vous invitez à consommer le cannabis sans réellement prendre des mesures. Quel est de votre point de vue la bonne éducation sociale, le rôle de l'État pour amener les Camerounais à s'intéresser de moins en moins à cette culture? Quoi qu'on dise, on saura lutter contre des plantes. Il faut commencer par appliquer la loi de 97 qui dit qu'on peut punir quelqu'un jusqu'à 1 an de prison selon ce qu'il fait de ce cannabis. Et il faut dire aux Camerounais que même l'huile du cannabis peut vous conduire en prison. Dans d'autres pays, on consomme légalement ces substances. Légalement, la consommation est actée. Pourquoi? Parce que là-bas, les recherches médicales ont fait qu'on puisse rendre cela consommable sans que ça ne soit nocif pour les personnes qui consomment ces psychotropes-là. On a, au niveau du traitement de l'épilepsie, de l'autisme, dans certains pays de l'Union européenne, on a acté là-bas que les médecins pouvaient conditionner le cannabis pour que ça puisse être consommé. Malheureusement, ici, quelqu'un va prendre son herbe, il va sécher, il va écraser, il met dans le filon et il va fumer. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Donc ici, il n'y a pas de consommation normée. Ça ne se fait pas dans les normes. Parce que quoi? Le ministère de la Recherche scientifique ne fait pas son travail à ce niveau, malheureusement. Il y a également un comité national anti-drogue au Cameroun qui est censé faire des descentes, qui est censé faire des campagnes, qui est censé faire un certain nombre de choses. Par rapport justement à ces drogues, que ce soit le tramadol qui nous vient de l'Inde, rien n'est fait. L'ONU en 2019-2018, si je ne me trompe, a classé le Cameroun désormais comme pays de destination de la drogue. Puisque avant, ça circulait, mais c'était un pays de transit, puisque au niveau des Balkans, il y a énormément de contrôle là-bas. Donc la drogue ne passe plus facilement de l'autre côté. Donc maintenant, ça transitait par l'Afrique pour pouvoir atteindre d'autres pays. Donc désormais, aujourd'hui, lorsque ça arrive, c'est resté là, on consomme ici chez nous. Parce que sachez que ce qu'on voit dans nos quartiers, les quelques feuilles qui poussent derrière les maisons, là, c'est rien à côté de ce qui entre. C'est le béaba. Ouais, vraiment, ça, ce sont les bébés. Donc, à côté de ce qui entre, il y a énormément de choses qui entrent au Cameroun en termes de drogue. Donc, il faudrait que ce soit le cannabis, le tramadol et la cocaïne. Il faudrait que les jeunes arrêtent. Il y a également le vapotage qui commence à prendre de l'ampleur, encore et encore. Il y a les drogues électroniques, oui, qui entrent également. Là, il n'y a pas de combat, on ne voit pas les affaires sociales prendre à bras le corps cette situation. Dans les établissements scolaires, les jeunes consomment de plus en plus de drogue, on n'entend rien, on ne dit rien, personne ne fait rien. On les verra le 8 mars pour nous dire comment avoir le pagne ou bien ne pas avoir le pagne. Mais au niveau de la promotion de la femme et de la famille, on ne voit pas comment on demande à ce que les femmes encadrent ces enfants qui entrent dans une puberté hyper mouvementée, hyper agitée et hyper droguée. On ne fait absolument rien. Donc si on veut s'arrimer, si on veut légaliser la consommation de drogue au Cameroun, il faudrait que ça se fasse pour des personnes qui sont malades. Parce que la drogue calme certaines douleurs. Les personnes qui souffrent d'épilepsie dans d'autres pays consomment des drogues qui sont adaptées pour le traitement. Donc ici, vraiment, si c'est juste pour planer, nous on prend ça juste ici pour planer. Donc c'est très dangereux justement de prendre pour planer. Oui. Si on les prenait pour se faire soigner, ce serait autre chose. Alors, parce qu'il y a des formes de cancer. Il y a des femmes également qui en prennent pour des cheveux, pour des soins, pour des... Le tabac, ça rend fou, hein, vraiment, quand vous marchez sous le soleil. Voilà, elles consomment jusqu'à présent. Et c'est pas Donc, bon. le problème justement, fondamental, la loi prévoit qu'on devrait les arrêter. Oui, justement. On devrait les arrêter. On le sait, dans toutes les formules, chevelure, huile de cannabis, restriction justement des parties, et tout ça là, donc c'est très compliqué. En tout cas, on en reparlera dans la deuxième partie, madame, monsieur. Comment vous percevez la consommation de cannabis au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage éduquer, mais surtout lutter efficacement contre l'utilisation abusive de cette drogue chez nous?
Voilà, bon retour à vous, bienvenue à l'instant, madame, monsieur. Si jamais vous prenez, on va dire, votre siège et vous êtes assis, bien sûr, devant Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous quotidien sur notre antenne. Vous rappelez aussi que le regard que nous portons sur le Cameroun va en direction des Camerounais qui souhaiteraient effectivement avoir un pays nouveau. Nous nous posons des questions depuis, belle lurette quand même. Qu'avons-nous à laisser aux Camerounais de demain? Qu'avons-nous à laisser à nos enfants pour l'avenir? Est-ce qu'on peut dire, au regard de la situation sociale du Cameroun, la situation politique du moment, la situation économique, que le Cameroun est en bonne position pour laisser un Cameroun meilleur aux générations à venir? Comment pouvons-nous aujourd'hui continuer à marcher sans pour autant nous tourner regarder en direction de Bamenda, de Buea, où depuis 5 ans pratiquement, une guerre sans merci continue de faire beaucoup de victimes de ce côté? On n'oubliera pas ces derniers cas ou ces derniers jours, les tueries ou les décès qui ont survenu, mais surtout ce dernier qui est mort dans un quartier de Bamenda et qui a poussé les populations à aller carrément détruire le checkpoint de l'armée camerounaise à l'entrée bien sûr de la ville, accusant ces derniers justement d'être au cœur de ce qui s'est passé. D'ailleurs, les enquêtes sont en cours, on en saura un peu plus dans les jours à venir. Le Cameroun pourra-t-il ressembler à un Cameroun exemplaire demain? Nous en parlons et nous parlerons toujours. Question de vous appeler à ouvrir grandement les yeux, mais surtout à allumer vos cerveaux. On parle aussi de Gervais Mendozi. On s'en souvient il y a quelques jours seulement, l'ancien directeur de la CIATV, de regretter mémoire, allait en terre. La Cour suprême a décidé depuis quelques heures de mettre fin, justement, de supprimer, on va dire d'effacer les 20 ans de prison qui pesait encore sur l'ancien directeur général de la chaîne publique nationale. Comment vous, Camerounais, vous regardez cette attitude? Pourra-t-on dire qu'on a toujours au Cameroun une justice à 2 vitesses? Voilà. Allez, cher Lamel, vous avez reçu beaucoup de coups de fil. Il paraît que vous validiez justement les approches des uns et des autres ce matin. Vous venez de m'assommer, M. Michel Ngachou, Ouais. avec la dernière information. Vous m'assommez. Comment est-ce que, aussi facilement, on se met à effacer des choses? Bon, bref. Vous savez, on efface parce que même une fois mort, s'il y a encore la peine qui pèse sur vous, il y a dans certains pays, on enchaîne même votre... Ça veut dire qu'on va laver son honneur. Oui, peut-être. Ça veut dire qu'on va le restituer dans tout ce qu'il avait, M. Michel Ngachou, tout ce qui avait été déjà saisi et tout, ce qu'il avait déjà remboursé, tout ça va pouvoir revenir. Qui va rembourser? Qui va rembourser? C'est juste une question, c'est pour ça que je dis que vous m'avez assommé. Monsieur Michel Ngachou, le Cameroun a beaucoup de problèmes. Le Cameroun souffre d'avoir à certains niveaux de décision des incompétents. Permettez-moi l'expression des incompétents qui ne parviennent pas à gérer, à réguler. Je vous prends un cas. Dans pratiquement toutes les communes, vous avez ce qu'on appelle des bureaux de poste agricole. Oui. Est-ce que ces bureaux de poste agricole fonctionnent? Donc, le principal objectif est de descendre, contrôler, superviser, accompagner, faire le suivi dans la production, s'assurer de la bonne qualité des semences, de l'utilisation des bonnes semences. Vous avez parlé de poste agricole? Poste agricole. J'étais à Baham ce week-end, dans un petit village qu'on appelle Bapi. Et là-bas, je suis arrivé à côté du poste agricole de Bapi, je le dis à la télévision, qui est dans la broussaille. Vous vous rendez compte qu'on ne visite même pas, on n'ouvre même pas. Bien. À Bapi à Baham. Il y en a, je peux vous citer au moins 30 villages où ça n'existe pas. À une certaine époque, dans le budget qui était voté au ministère de l'Agriculture, on les donnait des motos. Ils avaient des motos, je ne sais pas, moto Yamaha, permettez-moi ça en publicité. Ouais. On appelait ça comme ça, moto Yamaha, motosport, où ils parcouraient les forêts, ils traversaient pour aller contrôler champ par champ, ils faisaient des rapports, l'évolution, l'état de la terre. Vraiment, c'était une époque où les gens travaillaient, où en temps réel, on avait des rapports sur la production, M. Michel Ngachou. Premier point. Deuxième point, il y avait des zones qu'on avait déjà, ils avaient procédé à l'établissement, ça c'était sous l'époque d'Aïdio, on avait établi ce qu'on appelait une carte agricole, une pseudo-carte agricole, où on savait que les pommes de terre exclusivement, c'est dans la zone de la MIFI.
où la terre était accessible, on pouvait faire les pommes de terre. On savait que la patate, c'était dans telle zone. Lorsqu'on vous envoyait, c'était pour procéder à l'extension. Toute personne qui voulait se lancer dans le secteur de l'agriculture, on dit non, ici c'est des patates. Vous allez à Mundemba. À Mundemba, c'est une zone où on ne devait faire que la patate, parce que la qualité de patate qui sort, c'est la raison pour laquelle les Turcs, lorsqu'ils sont arrivés au Cameroun, ils voulaient développer le croissant. Avec les croissants, les pains de patates, on les a orientés vers la zone de Mundemba parce que cette pseudo-carte existe. Entre cette période d'aujourd'hui, on n'a plus jamais rien fait en termes d'évaluation et l'agrandissement de la carte agricole dans ce pays. Donc on se retrouve à ceci que c'est je me débrouille. On arrive, on dit, hey, allô, ici on peut faire les pastèques. Je lance les pastèques. Qu'elles soient acides, qu'elles soient mal famées, on écoule sur le marché. Lorsque vous arrivez, il y a des pastèques, des zones. Si vous prenez le tracé droit là, ouest, il y a des zones où lorsque vous arrivez, vous achetez la pastèque, arrivez chez vous, vous ne pouvez pas la consommer. Vous vous dites, mais ça c'est quel type de pastèque? Oh, c'était le rôle de ces gars, des postes agricoles d'accompagner. Donc une population abandonnée. À l'époque du président Aïdio, on procédait à l'inventaire de tous les agriculteurs à travers l'organisation des comices et tout. On connaissait, même quand il faisait ses discours, là, pendant le comice, il savait que dans la zone de Bouddha, il y avait telle personne qui faisait l'élevage de ceci. Quand il voulait citer, il connaissait. Quand il faut acheter, parfois on fait des commandes, il dit allez voir tel à Bouddha, allez voir tel, parce qu'il avait le fichier. Est-ce qu'aujourd'hui on a le fichier? Cette carte-là n'existe pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a abandon qu'ils ont préféré maintenant y mettre du cannabis entre les plantes? Monsieur Michel, permettez-moi d'évoluer. Il y avait à cette même époque, en fonction, puisque le Cameroun était le grenier de la sous-région, en fonction des commandes, des demandes, le président Aïdio organisait en disant que bon, cette année on va envoyer tel nombre de tonnes de bananes ou de macabo au Gabon, parce que le Gabon pendant longtemps, c'est le Cameroun qui a nourri le Gabon, qui nourrissait la Guinée équatoriale, qui nourrissait. Il évaluait ce qui devait sortir et ce qui devait être consommé. Je pense, bon, peut-être je peux me tromper, c'était là où on lançait l'autosuffisance alimentaire. La question d'autosuffisance, il fallait d'abord avoir pour soi, mais avant de penser. Non, quand on abandonne les agriculteurs, vous cultivez la tomate pourrie au champ, monsieur Michel Ngacho. Vous ne parvenez pas à écouler vos produits parce qu'on ne vous aide pas. Ça pourrit parce qu'il n'y a pas d'axe routier. Quelqu'un vient vous dire que, gars, tu es en train de mourir comme ça, là, tu as perdu, il y a 4 récoltes. Non, c'est un peu dans le banga, non. Papa, je t'achète sur le champ. Fais seulement, tu racles, tu sèches ça à l'intérieur. Dès que c'est bien sec, tu mets ça dans les sacs. Ne te dérange pas pour le reste, c'est moi-même qui amène en ville. Beaucoup de gars ont dit, ok. L'État ne nous a pas aidés. On va rembourser l'argent dans les banques comment? Le premier choc de la tomate, on va rembourser dans les banques comment? J'ai 5 hectares où je faisais la tomate. J'ai 3 hectares. Lorsque vous allez à Tchang, monsieur Michel Ngacho, je vais vous dire quelque chose d'étrange. Lorsque vous allez à Tchang, regardez au-dessus de la falaise, votre côté gauche, lorsque vous commencez la falaise de Tchang, vous allez voir que les gens cultivent la tomate en montagne. Oui. Les gens cultivent la tomate en montagne, monsieur Michel Ngacho. Observez, vous allez voir les cajots de tomates posés, vous dites, mais comment est-ce qu'on peut faire la tomate? Posez-vous des questions. Il faut aller fouiller, il faut aller étudier. Est-ce que c'est par rapport à la terre? C'est ça les responsables de ces ingénieurs. Donc on a abandonné. Maintenant, des gens sont revenus. Je vous assure que ça sort. J'ai discuté avec un gars qu'on a interpellé, un agriculteur. Il m'a dit, mon frère, c'est la seule marchandise qui ne paye même pas une heure dans votre champ. Lorsqu'on sait que c'est là, vous avez le cash là. Le cannabis. Le cash là, à l'immédiat, on vient vous donner. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes se lancent dans cette culture. On a posé des doléances aux délégués départementaux, posé des doléances aux délégués régionaux, posé des doléances au ministère en disant accompagnez-nous. On ne distribue les semences qu'en période électorale, monsieur Michel Ngacho. On ne distribue les semences aux agriculteurs que lorsqu'on arrive à quelqu'un calcule, il veut devenir maire, il veut devenir ceci. En termes de bonne action, il achète 3 brouettes, 3 roues, 3 ceci et consort, il débarque au village et dit j'ai donné l'engrais, j'ai donné ceci. Il faudrait qu'on développe ce village. Les élites ne font rien. Il vient faire sa campagne, une fois passé, plus rien. Voilà des gens qui sont abandonnés. Avant, il y avait des séminaires où on invitait les agriculteurs de chaque région sur le développement. Je ne le vois que pour le cacao ces derniers temps, hein, où les responsables qui sont à la tête convoquent les gens pour venir discuter. Nous avons besoin de tel type de cacao. Voilà comment vous devez entretenir pour avoir les meilleurs cacao. Voici. Mais pour la patate, vous ne voyez pas. C'est la petite maman qui fait son truc, qui se bat le matin. Elle prend son petit sac du marché, elle arrive. Elle ne peut même pas nourrir ses enfants. Donc je pense qu'il faudrait que l'État du Cameroun, pourquoi ne pas demander qu'il y ait la carte de l'agriculteur?
qu'on produit des cartes professionnelles de l'agriculteur pour accompagner les agriculteurs, permettre aux différentes banques de financer ceux qui veulent se lancer. Donc le cannabis, pour le combattre, il faut employer des bonnes méthodes, mais pour le moment, M. Michel Ngachou, il y a ces plantations qui prospèrent dans l'ouest, dans le sud, dans le littoral, dans le sud-ouest, encore que M. Michel Ngachou. Le sud-ouest et le nord-ouest sont plus contrôlés à l'heure parle, avec la crise anglophone. Oui. Ces plantations prennent de l'ampleur. Il y a la crise, il faut que ces gars tirent. Il faudrait véritablement que le gouvernement se lève pour pouvoir éradiquer cela. Eh bien, nous saluons bien sûr les nombreux Camerounais, la jeunesse qui nous regarde ce matin et nous supplions la jeunesse de faire attention absolument aux nombreuses drogues qui sont mises sur le marché aujourd'hui. Ne surtout pas en consommer, ne même pas s'approcher de ces drogues-là quand on connaît bien sûr les conséquences dont on est conscient, oui, de ce que la consommation de ce qu'on appelle abusivement chez nous le banga peut avoir comme impact sur nos vies. Il y a des petits frères à nous, j'aime souvent le dire, je suis né en Komkana où j'ai grandi. Et à chaque fois que je vais là-bas retrouver mes petits frères, je me rends compte, Dominique Audrey, vous ne me démentirez pas, que mes petits frères sont impliqués dans une consommation abusive de banga. Permettez. Traditionnellement, non. Traditionnellement, là je parle en bantou, quand vous avez des soucis de dents, on cultivait ces plantes. Pour les problèmes de dents, pour plomber les dents, on utilisait. Oui, les enfants qui avaient des problèmes de nerfs, on prenait ce nom, demandait parfois, si c'était pas le tabac, on demandait à l'enfant parfois de mâcher, parfois on allumait, qu'il humait. Donc il y a des pathologies, on n'a pas besoin d'attendre des blancs, il y avait des pathologies Qu'est-ce qu'on peut dire à nos petits frères qui sont investis dans ces consommations du Dominique Audrey? Ils sont très nombreux d'ailleurs. Quand vous parlez avec eux, le langage n'est plus le même. Le raisonnement n'est plus le même. Ils parlent au ralenti, ils ont les lèvres noires, ils ont les dents jaunes, ils sont endormis, éveillés. Ils sont... En tout cas, ils ne sont plus beaux. Ils ne sont plus beaux parce qu'il y en a qu'on a connus qui étaient très beaux. Voilà. Ils ont une lenteur dans l'expression. Voilà, ils parlent toujours ralenti, mais ils sont très posés, ils sont très doux. Quand ils n'en ont pas encore consommé, mais quand ils consomment maintenant, ce sont des tigres, ils deviennent autre chose, hyper violents et tout et tout. Donc maintenant, là dire que vous allez mourir, tout simplement, vous êtes en train de vous tuer, vos poumons vont lâcher, vous allez développer des cancers, vous aurez la tension qui va vous tuer et un certain nombre de choses, ou bien en fumant pour aller braquer quelqu'un, on va vous abattre comme des chiens. Donc, il faudrait simplement arrêter. Mais ils disent consommer pour avoir un peu de courage. Ils disent consommer pour se sentir bien. Je voulais qu'on fasse une distinction. C'est ce qui se retrouve dans la rue et le transformer. Nous parlons aujourd'hui de la culture. Non. Lorsqu'on cultive, on sort, il y a des gens qui achètent, qui vont dans les laboratoires transformer et mettre sur le marché. Non, ça, on est sur l'angle de ce qui consomment autour de dans nos quartiers et qu'on voudrait bien sauver ce matin. Oui, là où on a grandi, moi j'ai grandi à Mini-Ferme, il y en a un peu partout. C'est un peu partout, tout le monde le voit en grandissant là-bas, on touche à ça. Ouais. Donc, la plupart passent par là. Si vous avez votre enfant qui grandit dans ce genre de quartier et qui n'y ont pas touché vraiment, ça veut dire que vous avez été fort ou bien Dieu vous a véritablement aidé. Mais pour les autres, la plupart, ils déraillent. Ils perdent complètement la tête et d'autres finissent par mourir. Et c'est pas seulement dans ces quartiers de Dominique Audrey, parce que même dans nos villages aujourd'hui, ils sont très nombreux ces jeunes qui ont choisi de s'investir dans la consommation de ce qu'on appelle le banga. Et c'est pas bien. Il est important justement que une communication soit pensée au niveau national, une rééducation des Camerounais sur la consommation de ces cannabis, du cannabis en leur disant c'est pas bon, évitez cela. Et merci Chalamé pour ce sujet ce matin. Allez, on va prendre les avis des téléspectateurs Isabelle Carozo-Pet sur les nombreux sujets évoqués ce matin, de l'histoire à la colère. Nous vous écoutons. Bonjour, le bateau, l'histoire du jour. Cette femme doit rappeler de la fameuse phrase, quand on aime une femme, on aime aussi ses enfants. C'est pareil pour l'homme, elle doit amener son homme plutôt à réfléchir et travailler pour l'avenir de ses enfants sans distinction et non à les mettre en garde pour exclure les autres. Pour la colère, pour lutter efficacement contre la consommation de ces stupéfiants, l'État doit mettre l'accent sur l'identification, l'étude, la sensibilisation des consommateurs au niveau des effets secondaires, création des centres de désintoxication dans chaque région s'il n'en existe pas déjà,
et les parents doivent à leur tour veiller sur les mineurs qui s'y lancent et les contraindre à suivre un traitement. Élisée depuis Dogbon qui envoie le message. Bonjour, le plateau, que cette femme engage une procédure de divorce afin de sécuriser ses biens et ceux de ses enfants. Gagnol Condé depuis Chang qui envoie le message. L'homme, c'est la stabilité, le reste, c'est le respect. Que son intérieur lui parle, c'est-à-dire à la femme. S'il lui a dit la vérité, forcément, c'est parce qu'il la connaît mieux. Et les enfants, et ses enfants ont leur mère. Chacun, mais elle est la mère de tous ses enfants, en fait. Tabasoyo, depuis la nouvelle route cité, qui envoie cette réaction. Bonjour, le plateau d'Equinox. La femme doit supporter son mari. Ce n'est pas de sa faute. Sont les Occidentaux qui ont apporté la monogamie. Chance qu'elle n'a pas trouvé la maladie. Oh, le rapport. Autre message. Bonjour le plateau, cette consommation abusive des drogues par les jeunes émane de l'irresponsabilité des ministères comme ceux-ci, enseignement secondaire, jeunesse, promotion de la femme et de la famille, l'éducation de base. Si à chaque fois ces jeunes élèves font face à ces choses, tous les ministères cités plus haut faisaient une descente sur le terrain, chacun à son tour, ça changerait beaucoup de choses. Car moi, j'ai grandi au village et chaque fois que je manquais à des obligations, on me reprochait au moins 10 fois et ça me faisait peur. Chaque oncle ou tante passait à son tour et je me sentais coupable chaque fois qu'on revenait sur le sujet. Cela m'a aidé à devenir un bon père dans mon foyer aujourd'hui. Joseph Deligezoa qui envoie le message. Papa, vraiment, je te donne les pieds. Tu es un vrai bon tricheur, Massa. Ta nomination est en cours de téléchargement. Ouais, les hommes et la sorcellerie. Ma chérie, garde ton calme. Si ses parents vivent encore, explique-leur la situation et ne t'agite pas. Ils vont certainement parler avec lui et on verra la suite. Ce n'est pas facile, je sais, mais le Seigneur saura quoi faire pour toi. Beaucoup de courage. Gladys depuis Yaoundé. Bonjour à... Le Seigneur va aider les enfants. Le Seigneur va aider l'arrivée des enfants. Puni. Le Seigneur aime les enfants. Même si la mère veut, elle pas dire aux enfants que votre père a des frères et des sœurs. Les enfants vont dire à leur mère, ah bon, ils vont finir le Congo ça avec la mère, ils vont dire que papa, on voit nos frères quand ils sont hauts. Oui, il n'y a pas de problème avec les enfants, ce sont les adultes qui ont les problèmes. Je dis Oui. ils sont comment on veut voir nos frères, papa. Il y a des filles, il y a des garçons. Ils vont le voir, le problème sera terminé. Les femmes et les adultes compliquent, c'est là où il ne faut pas. Une famille nombreuse. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans des villages qui tapent la poitrine. Aujourd'hui, nous avons la plus grande concession du village. C'est vous qui avez travaillé ça. C'est les reins de vos grands-pères, de vos grands-parents qui ont travaillé. Oui, il faut le dire. On est 50. Oui, monsieur Michel Mathieu. Vous avez des familles dans des villages qui ont 3, 4, 5 collines, tout un quartier. C'est les reins d'un seul homme, monsieur Michel Mathieu. Il faut bénir les reins de cet homme parce qu'il a réussi à avoir 200, 300 enfants. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui se lèvent, ils disent je vais fonder ma famille, il arrive dans un village, il achète toute une colline. Il n'a que 2 enfants. Et vous avez des chefs qui donnent les terres à ce genre de personnes. Vous devez les mériter. D'accord. Des messages Isabelle Carole. Il y en a. Bonjour à vous sur le plateau. Le Cameroun est trempé dans le faux. Vous croyez que ces membres du gouvernement ne sont pas au courant de ces cultures? Oh oui, ils savent, ils financent. Nous ne faisons pas semblant. Pour lutter contre l'utilisation abusive des drogues, le gouvernement camerounais devrait se mettre au travail selon les normes. À Bagam, il y a quelqu'un là-bas, il a conçu une barrière sur 1 km², 1 km de tout, chaque côté. À l'intérieur, on le soupçonne. Mais parce qu'il est fort, parce qu'il a introduit, personne ne peut venir demander à perquisitionner à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on cultive? Vous vous rappelez, à une certaine époque, il y avait cette affaire des vols de voitures. Heureusement, on avait assisté à l'époque de Fauchivé, où les gens volaient des voitures au milieu des grandes plantations en allant vers soi. Les gens avaient des cabines de peinture à l'intérieur où on faisait entrer la voiture le matin, le soir. Le matin, ça ressortait une autre couleur, on avait tout modifié. Donc, cette affaire en train de revenir, il faudrait que les forces de maintien de l'ordre, décidément, aient le mandat nécessaire pour pénétrer dans les différentes propriétés qu'on dit inviolables. Ils vont découvrir des choses. D'accord. Allez, autre message, et puis on passe à la pub.
Le Cameroun peut lutter contre la consommation des stupéfiants si et seulement si la jeunesse est occupée par un emploi. Imaginez un jeune soucieux de son avenir ne peut que trouver consolation que dans la drogue et la consommation d'alcool. Alors, à qui la faute? C'est un problème qui implique et l'État en même temps, les employeurs, sans oublier la jeunesse elle-même. Patrice, depuis l'extrême nord Cameroun, mais je ne suis pas d'accord, parce qu'on est au chômage, qu'on va être justement à se livrer à cela. Donc, ça ne tient pas. Il dit que justement le chômage Ça favorise. Voilà. Allez, on va Vous savez ce peut-être... que les jeunes disent aujourd'hui? Non. Il y a des élèves qui m'ont dit que c'est le meilleur stage de vacances qu'ils n'ont jamais eu. J'ai discuté avec En ces faisant jeunes quoi? des quartiers défavorisés La pour fumée. revenir la distribution. Les gars disent qu'il y a des gars qui ont 20 000 jours, d'autres qui ont 30 000 jours. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a plein de jeunes maintenant, ils ne veulent plus les histoires qu'on partait dans les mairies, curés. Vous ne les voyez plus, les histoires, ils sont plus Ils dans sont les des snack bars. passeurs. Je n'ai pas envie de dire employés, c'est bon. Ils sont dans les snack bars, vous les voyez passeurs. passer des commandes. J'ai approché un, j'ai dit, mais attends, je ne comprends pas rien que je connaissais, mais que grand, on fait le meilleur des stages de vacances. Maintenant, je dis, c'est quoi? Il dit, Voilà. grand, je vais t'expliquer. Il m'a tiré, il m'a expliqué. côté, oui. J'ai dit, c'est grave, c'est lourd, monsieur Michel Gattiou. Allez, on va sortir Isabelle Carole, rapidement. Allez, merci à vous, madame, messieurs, restez sur notre antenne, marquons un petit moment en allant saluer nos amis d'Immigration Efficace Canada, ils sont avec nous ce matin, et d'ailleurs, Ariel Leina Kazé nous retrouve. Bonjour à vous, Ariel Leina Kazé. Et nous vous recevons bien sûr ce matin en tant que directrice de Immigration Efficace Canada, agence de Bonamoussadi. Immigration Efficace Canada, comme on le sait bien sûr, est une entreprise spécialisée dans vos demandes de visa, travailleurs, touristes et étudiants. Et l'entreprise, vous le dites très bien, Ariel, est dirigée par un consultant réglementé en immigration que nous avons souvent reçu sur ce plateau. Allez, dites-nous justement ce matin, pour la toute première question, les inscriptions sont déjà ouvertes pour les étudiants qui désirent arriver au Canada pour la rentrée de septembre 2022, quand on sait que les parents préfèrent se préparer longtemps d'avance vu le coût de la caution bancaire très élevé. Alors oui, monsieur, les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022, la rentrée d'hiver et d'automne sont déjà ouvertes au Canada. Et cela ne doit pas, la caution bancaire ne doit pas influencer le choix de votre rentrée. La caution bancaire n'est pas une obligation pour les parents ou pour un étudiant qui souhaite continuer ses études au Canada. Que vous vouliez faire une formation professionnelle ou suivre des études universitaires, la caution bancaire n'a pas à influencer votre choix de la rentrée. Il y a un moyen autre légal qui a été imposé par le gouvernement canadien, un moyen légal financier qui prouve que ces études-là vont bien être financées. Aussi, il ne faut pas ignorer qu'à Immigration Efficace Canada, il y a des possibilités d'obtenir des bourses pour des rentrées de septembre 2022 et janvier 2022, donc respectivement la rentrée d'automne et d'hiver. Donc, il y a des clients parmi vous qui ont obtenu des visas permanents, de résidence permanente au Canada, mais avec la Covid-19, il pourrait y avoir des restrictions. Qu'en est-il d'eux? Dit-on que leur visa serait perdu aujourd'hui? Effectivement, il n'y a pas de visa perdu. Les restrictions de voyage étaient pour un moment, bien sûr, dues à la croissance du Covid-19. Il était primordial que le gouvernement canadien mette des barrières pour réduire un peu le mouvement dans le territoire canadien. Mais maintenant, actuellement, les résidents permanents qui sont admis peuvent entrer au Canada. Malheureusement, cela n'est pas valable pour les touristes. Si vous êtes un touriste, vous souhaitez entrer au Canada, mais vous n'avez pas une famille directe, c'est-à-dire un papa, une maman ou un enfant direct au Canada, vous ne pouvez pas entrer. Mais les autres touristes qui sont éligibles pour cela, donc il y a de la famille directe au Canada, bien sûr, s'ils ne présentent pas un symptôme du Covid-19, ils peuvent entrer dans le Canada. Merci. Allez, on parle bien sûr des emplois que vous offrez, Ariel Leina. Ces emplois sont-ils à la portée des personnes non diplômées ou simplement réservés aux intellectuels? Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Alors, ça dépend bien sûr de l'offre d'emploi. Nous ne sommes pas une agence de placement. Nous sommes comme le lien entre les entreprises canadiennes qui ont besoin des travailleurs et le travailleur qui a besoin de l'emploi au Canada. Donc, nous sommes là pour accompagner les travailleurs une fois l'offre d'emploi trouvée. Nous sommes là pour les accompagner dans leur procédure d'immigration. Et concernant l'offre d'emploi est dirigée vers le profil d'une personne, c'est-à-dire qu'un travailleur qui est soit qualifié ou peu qualifié, l'offre d'emploi est dirigée dépendant de ce que l'employeur
veut. Si un employeur a besoin d'un travailleur qualifié, évidemment, l'offre d'emploi serait dirigée vers quelqu'un qui a fait des études, qui a le profil d'être qualifié. Et certaines offres d'emploi aussi sont plus dirigées vers des travailleurs peu qualifiés, très communément la main-d'œuvre en fait. Donc voilà, nous offrons des emplois ou nous cherchons de l'emploi pour ceux qui veulent travailler au Canada, dépendant du profil de chacun. Et bien là également, on parle de la place des personnes d'expression anglaise dans les provinces du Québec, qui est une province officiellement francophone, on le sait. Et les étudiants d'expression anglaise peuvent-ils avoir la possibilité d'étudier au Canada ou pas? Au Québec notamment? Alors, je vais répondre à cette question en anglais pour que la communauté anglophone qui nous suit puisse comprendre. Quebec is a francophone province, but there are also professional schools and universities there which are anglophones. So if you want to study in Quebec while you are Anglophone, we can do an admission for you in an Anglophone school in Quebec. There are also other provinces in Canada like Alberta, Ontario, which are typically Anglophone provinces. So your language, or if you are doing an Anglo-Saxon education, the province is not a problem. In Quebec, we can have you a professional Anglophone school or an Anglophone university. So the choice of your language is not a problem to migrate to Canada. Thank you sir. very much. And now, Thank can we you. talk about your different agency? Vous êtes Okay. situé où? Alors, nos différentes agences, on a l'agence de Bonamou-Sadi, dont je suis la directrice, qui est située à l'immeuble qui est juste collé à l'ancienne mairie de Douala 5e. C'est pas loin du Carrefour Masson. Nous avons l'agence de Bépanda qui a été récemment délocalisée. C'est toujours à Bépanda, mais maintenant à Monaco, en face du collège bilingue du centre, premier étage, la porte à gauche. Nous avons l'agence de Yaoundé qui est à Melaine, au carrefour Emia, au-dessus de la pharmacie Emia à l'entrée polytechnique. Nous avons les différentes agences de la Côte d'Ivoire, du Congo. Nous avons les représentants un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent sur l'écran. Nous vous dirigerons dans l'agence dépendante de votre localisation actuelle. Voilà. Je rappelle que vous êtes mademoiselle Arielle Kazé, directrice de Immigration Efficace Canada, agence de Bonamou-Sadi. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci à vous, monsieur. Allez, à bientôt. Nous nous retournons vers vous, madame, monsieur, pour parler d'autres choses encore ce matin sur notre antenne. Mais surtout, vous rappelez qu'avec 10-12 années, nous tentons tant bien que mal de comprendre les réalités qui se confrontent au Cameroun au quotidien. Et on le sait, depuis hier, quelques Camerounais ont appris en fin de soirée ce procès qui était porté sur des Camerounais qui avaient choisi de se faire entendre à travers ce qu'on a qualifié de saccage de l'ambassade du Cameroun en France. Ils en sont sortis, bien sûr, avec des amendes, mais surtout des mois d'emprisonnement. D'aucuns auront 3 mois de prison ferme en France, d'aucuns avec sursis également, parce qu'il faut préciser. Ah, prison d'emprisonnement avec sursis. L'argent collecté aujourd'hui, puisqu'ils ont tendu la main hier, Et c'est à 5 000, on a plus. 5 000 euros. Hein? 5 000 euros. On a 5 000 euros déjà. 5700. 5 700 5 700 euros. oui. Voilà. L'argent est déjà collecté, donc c'est terminé. Voilà. La page est tournée, mais maintenant il va falloir bien se tenir pour ne pas avoir une autre condamnation pendant la période du sursis. Sinon, la prochaine fois, ce sera l'emprisonnement ferme. Dire également que la justice vient de donner l'occasion à ces derniers d'avoir 20% de remise sur... Non, c'est Calibro qui, juste après le procès, a payé. Ouais. D'après les lois françaises, lorsque vous payez juste après, à l'immédiat, vous avez une réduction de 20%. De 20%. Voilà. Donc c'est une... Bravo, comment vous appréciez ça, vous, Dominique Audrey, ce procès qui a fait parler plus d'un Camerounais, et on le dit d'ailleurs, la partie camerounaise qui était plaignante aurait dépensé plus de 30 millions dans ce procès-là. Pour aller les poursuivre. Oui. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste que l'histoire se termine. Ça s'est terminé. Je crois que les sympathisants, ou bien, oui, disons les sympathisants et les membres de la base ont montré que peu importe ce qu'ils arrivent, ils sont prêts à assumer les conséquences. Si c'était la prison ferme, certainement Calibro serait allé en prison et serait sorti de là et son combat aurait continué. Donc maintenant, la prison se fera avec sursis. Il y a une amende à payer. Les sympathisants ont déjà cotisé.
Et je crois que le combat continue, quand même bien dire quelqu'un qu'on aime bien. Le combat continue. Le combat continue. Alors, et justement, Charles Hamel, vous aussi, vous avez entendu parler. Votre appréciation sur cette attitude de la justice française vis-à-vis de ces Camerounais qui n'arrêtent pas de se faire entendre de ce côté-là. Monsieur Michel Ngachou, lorsque vous maîtrisez les lois, vous pouvez vous permettre de faire un certain nombre de choses. Je pense que l'ensemble des actions qui sont posées par ces différents activistes, c'est calculé, c'est mesuré, ils savent. Ils connaissent la loi française, entrer dans un supermarché, casser pratiquement tout, on sait qu'il y a tel type d'amende, voici la fourchette qui peut, dans le cas où vous n'avez pas un casier judiciaire, voici, dans le cas où vous plaidez coupable, voici, et c'est appliqué à la lettre. Vous voulez encore me donner des mots de tête à main maintenant avec l'affaire Mendoza, parce que forcément on va revenir. Comment quelqu'un qui est passé et dont on a déjà tranché, on demandait la grâce qu'on disait avoir été remise, et tout. Monsieur Michel Ngachou, ne comparez pas l'héros avec le Cameroun, une république bananière. Exemplaire, non, j'aime l'expression de... Exemplaire en construction. Exemplaire en construction. Alors, si on avait un procès pareil au Cameroun, bon, Bengan, ce serait mal barré pour ces Camerounais. Mais vous n'avez pas vu un procès avec les jeunes garçons Ceux qui et l'affaire de la banane? Ceux qui ont marché, qu'est-ce que dit la loi? Et ils sont à combien? 2 ans. Ouais. Ils sont gardés depuis 2 ans. Bon, on a eu un procès. Et continue. Seulement pour la marche. Seulement pour une marche dans des ceux qui conditions n'avaient pas extrêmement déplorables. Et comment comprendre que certains ont réussi quand même à sortir et d'autres pas. Ça dit que... Pendant qu'on y est, il y en a qui étaient D'autres ceux-là qui n'avaient allaient même pas chercher des marché. gens dans leur maison pour dire que toi tu as marché. Vraiment, on a te dénoncé au niveau de la police. Qu'est-ce qu'on a fait au cerveau? Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun pour monter sans bonbon? Non, nous devons nous battre justement pour avoir un État démocratique. C'est ça. Et ce qui peut nous amener à ça, c'est 2 pans de la société. D'abord, les magistrats, donc le corps judiciaire, et la société civile. Mais qui semble ne pas écouter les Camerounais, parce qu'on a l'impression que la justice est loin du petit Camerounais. Mais quand un magistrat rend sa décision avec la photo du chef de l'État sur sa tête, il va faire quoi? Il ne veut pas prendre, la justice ne veut pas prendre le pouvoir. Il ne veut pas. Donc, et la société civile est bâillonnée. Donc, malheureusement, on n'est pas là. Parce que j'allais pas dire que la France est un État de droit. Mais ce n'est pas tout. Je n'aurais pas tout dit. Parce que l'Afrique du Sud, en état d'apartheid, était un État de droit. Parce que l'apartheid était une loi. Donc, il faudrait parvenir à un État démocratique où les libertés fondamentales des individus sont reconnues. Par exemple, ici, il est établi que le 3e considérant, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, amène les États à ne pas amener les citoyens à se révolter contre la tyrannie et l'oppression. Donc, si vous amenez vos citoyens à la révolte contre la tyrannie, c'est vous l'État qui payez. Très bien. Donc, ce n'est pas le citoyen. Isabelle Carole, qu'est-ce que la toile nous offre ce matin? Alors, il faut dire que ce sont des images plutôt qui ont choqué plus d'un sur la toile, parce qu'on se pose bien la question de savoir si justement c'est dans de telles conditions que les gens peuvent se permettre d'y être. Ce sont les images de la cellule du commissariat central du côté de Lok-Baba. Nous sommes dans le 3e arrondissement. Numéro 2. Voilà. Et là-bas, on va dire, ce sont des conditions plutôt exécrables dans lesquelles on va dire, hors la loi, sont plutôt en train d'utiliser ces espaces et avec bien sûr le concours de ceux qui sont derrière, on peut vivre ces images. Vous pourrez vous-même apprécier justement cet espace dans lequel ces personnes justement se retrouvent. Et il faut même préciser qu'il faut débourser une somme de 10 000 ou de 5 000 francs pour qu'on vous laisse à respirer hors de la cellule. Ça veut dire que si à un moment donné vous avez l'impression comme quoi d'étouffer, il faut bien les bien en monnayer pour respirer un peu d'air avant de pouvoir rentrer dans vos cellules. Les images qui ont fait le tour et plus d'un se sont indignés de cet espace. Certes, vous êtes sanctionné, vous êtes puni, mais ce n'est pas dans de telles conditions que vous devez plutôt être. Oui, sur ces images, je crois que ce sont des urines qu'on voit dans les bouteilles, puisqu'il n'y a pas de toilettes. Les pièces sont bondées de bouteilles, les marques d'urine sur le sol. C'est à peine si on voit des fenêtres. Il n'y a même pas de fenêtres. Voilà. Du tout. Wow. Mais comment était une tête de droit, non?
Oui, mais l'Afrique du Sud, soit apartheid, était un état de droit aussi. Alors, lorsqu'on est dans un état de droit, on a des prisonniers ou des détenus dans des cellules aussi infectes d'un commissariat du 2e arrondissement de la ville de Douala. Les images circulent sur la toile de fusée. Central numéro 2. Ah, comme ça, central numéro 2, voilà. Tout à fait. On a une cellule comme celle-là dans une ville comme Douala. Est-ce que moi, le délégué général à la Sûreté nationale est au courant de l'état de ces cellules Il aujourd'hui? n'y a pas que lui. Le délégué général à la Sûreté nationale est au courant. Le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, est au courant. Son délégué aussi? Oui. Le ministre délégué à la justice, garde des Sceaux, est au courant. Il est également avocat. Le ministre en charge de la justice est magistrat. Et en principe, au moins une fois par semaine, le magistrat, un procureur, vient contrôler les cellules où sont des détenus. Les prévenus, pardon. Où sont les prévenus? Donc, il doit contrôler. Donc, vous les voyez en image, là. C'est une Franchement, cellule, là. Vraiment, ça dit que même dans mon village, vraiment au plus profond, ça dit que c'est terrible. Comment on fait pour se retrouver là? Lorsqu'on vous dit qu'on est dans une dictature, dans un régime totalitaire, il y en a qui vous disent que non, il y a au moins 1 million de journaux qui paraissent, il y a 10 000 de télévisions. Voilà ce qui montre qu'on est dans un régime. Et on voit le jeune homme à l'image, là, on comprend tout de suite ce qu'il s'apprête à faire. Oui. Donc, les procureurs sont au courant. Ils rendent visite, ils vont là, au moins chaque vendredi, un procureur Est-ce qu'ils descend. entrent là? Dénoncer tout ce qui est contraire. Ils doivent y entrer, puisqu'en fait, quand on vous donne le nombre des gens qui sont interpellés, qui sont mis en cellule, vous les interrogez, vous demandez comment ils vivent, comment et c'est pourquoi qu'on les fait sortir de la cellule. Moi, j'ai quand même envie de dire une chose. Ah ben non, c'est quand même grave, est-ce qu'on voit en image? Ça dit que c'est extrêmement grave. C'est dans un commissariat public, un commissariat, comment je vais dire, un bâtiment public. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que ces gens ont le cœur? Quand vous mettez en Vannes, il y a une brigade où on faisait nettoyer les personnes qui étaient incarcérées, nettoyer tout de même. On peut les utiliser comme ça en attendant que où on les envoie. Et ce qu'il faut dire quand même, Superman Michel, c'est que un tel environnement insalubre, c'est pas seulement à l'endroit de ces prisonniers. Hein. Vous aussi qui côtoyez cet espace. Il n'y a pas de service d'hygiène là-bas dans des commissariats. Vous n'êtes pas à l'abri, vous aussi. Parce qu'on a l'impression que non, on fait du tort à ces oh-là-là, à ces présumés, ils vont dire quoi que ce soit. Mais vous êtes exposés. Vous qui gardez ces prisonniers, vous êtes exposés. Tous ceux qui côtoient ce bâtiment sont exposés. Comment on peut vivre dans un tel environnement? Est-ce qu'il n'y a pas de service d'hygiène dans le commissariat? Non, on préfère qu'il n'y ait pas. Parce que quand un prisonnier veut sortir de là pour rester, il faut payer 5 000, voire 10 000 francs. Donc ça veut dire que si l'endroit en lui-même est nettoyé et tout, vous comprenez qu'ils n'auront plus justement cet argent. Donc c'est fait à dessein de c'est fait à dessein, il faut que ce soit dans cet état pour qu'eux puissent avoir de l'argent. C'est fou quand même. Michel Ngachou, nous qui avons fait les cellules dans les années 90-92. C'est rose, ça. Cette cellule-ci est rose. J'ai dit cette cellule-ci est rose. Vous avez parfois certains matons qui arrivaient dans les cellules et qui bousculaient le pot. Permettez-moi ce fut. Ils bousculaient le pot là où les gens étaient appelés à faire leur défection. Ils bousculent ça sur toute la surface. On referme la porte et on vous demande de dormir. Aïe. Et ça existe encore, M. Michel Ngachou. Le Mexicano. À un moment donné, vous vous demandez, est-ce que tous ceux qui font du bain au Camerounais en sortiront sans payer le prix? Tout ce que nous faisons, les morts nous observent, nous jugent. Vous voyez souvent, je me rappelle un policier, d'un policier, deux gendarmes à l'Est. Il était très fougueux là. Ils ont attrapé un vieux comme ça, l'ont mis en cellule. Il a dit que je ne peux pas rester là, c'est un fest. Non seulement ils le continuaient d'y rester, mais ils ont décidé de le bastonner. Chaque fois qu'on lui donnait le coup, c'est le policier qui recevait. Donc voilà, quand il tape, c'est le policier qui sentait mal. Donc, vous voyez, donc il y a c'est terrible. Là, ici, ce sont les magistrats qui doivent nous amener un peu. Et ils n'appellent même pas ça cellule, ils disent les maisons de sécurité. Donc, ils nous amènent à des maisons de sécurité acceptables. Mais où sont passés justement ces commissaires?
Franchement, c'est... Allez, vous savez... Ils sont des officiers de police judiciaire. On risquerait d'énerver encore les Camerounais ce matin. Ils avaient Carole parce qu'on est suffisamment remonté. Vous ne voulez pas énerver les Camerounais? Non, mais c'est choquant. Dans une cellule Franchement, bien sûr. où lorsque vous avez faim et que vous voulez manger, vous devez commissionner un gardien de la paix ou un gardien, ou un inspecteur. Et il vous dit, comme tu m'envoies, tu me payes combien? Vous avez déjà goûté? Monsieur Michel Ngachou, ça c'est zéro. J'ai dit c'est zéro. C'est plus grave que ça dans les commissariats, les gendarmeries. C'est plus grave que ça. Mais il y en a Je vous le dis parce que nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Mais est-ce que les gens n'ont pas... Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à la prison? La mutinerie, ce qu'on appelait la mutinerie, ou le désordre qui a été fait à la prison centrale. Ça a changé quoi? Bon, il y en a qui ça a changé quoi? Du lot, hein. Vous avez des asthmatiques. On réussit encore à nos jours à garder les asthmatiques dans les prisons. Quelqu'un est dans les cellules. Autant pour moi, les maisons, on va parler de sécurité. Vous arrivez, vous dites, je suis asthmatique. Et franchement, il est asthmatique, on l'envoie à l'intérieur. Vous savez combien de personnes décèdent en masque? Non, mais la commissaire de Dibombari, quand même, de son côté, vraiment, j'ai assisté quelqu'un là-bas. La personne a dit qu'elle était asthmatique. On a permis à la personne de rester en dehors. Vraiment, la dame, dans son commissariat, elle est vraiment... C'est vrai qu'elle est sévère quand vous voulez déranger, mais elle fait du bon boulot à Dibombari là-bas. Mais sauf que dans un tel environnement, qu'on soit à l'intérieur ou vraiment, on est c'est-à-dire que Michel, même sanctionner même les prisonniers de terre. Est-ce qu'il n'y a pas un budget annuel pour les commissariats, pour l'entretien des commissariats au Cameroun? Comment Bargangele, Soumbargangele, on peut voir un commissariat comme ce central numéro 2? C'est quand même un problème. Commissariat ici, là, vous arrivez, vous lisez, c'est écrit Comiria. Parce que les lettres ont sauté, c'est écrit Comiria. J'ai dit, c'est écrit Comiria. Je vais filmer ça aujourd'hui, je vais faire quoi demain. C'est écrit Comiria. Parce que je peux citer, les gars vont envie de mettre les lettres. C'est écrit Comiria. Vous avez, monsieur Michel Ngachou, des commissariats ici. Lorsqu'on lève le drapeau, c'est déchiré. Ouais. Et on lève, on réussit à lever. Le drapeau est devenu un peu bleu, le jaune là est blanchâtre. Allez, autre sujet, Isabelle Carrosse. Comiria de sécurité. Non mais c'est quand même fort hein. Mais écoutez, on peut en parler, on dira qu'on exagère parfois, mais c'est vraiment le délégué général de la Sûreté nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un budget annuel pour, on en parlait ici récemment, non il y a un budget pour gérer les commissariats, pour refaire la peinture dans les commissariats, pour refaire tout ça. Vous exagérez où monsieur Ngachou Numba, on dit une photo vaut 1000 mots. Donc, que vous avez simplement monté la photo. Vous arrivez dans les commissariats, vous demandez la main courante qui est posée. Quand vous ouvrez la main courante, vous voyez l'huile de coquille, quelqu'un c'est tombé là, ou les haricots. Parfois, vous demandez à vos assorts, vous demandez s'il y a des chaises. Seulement, allez dans les commissariats. Oui, vous voyez une vieille chaise, à des moments, on a superposé ces responsables d'unité, ces commissaires qui ont ces responsables, je les plains les sorts. Parce que c'est aussi des gens qui demandent, on ne les donne pas. Vous entrez dans le bureau du commissaire, plein, mais il n'a pas de clim. Le commissaire vous reçoit dit oui, vous voulez. Il est avec le ventilateur. Non, mais c'est quand même à tort parce que. Mais vous dites que c'est à tort, mais eux aussi. Eux-mêmes peuvent prendre des dispositions. Je crois que eux-mêmes par exemple, passer les mains souvent les papiers hygiéniques quand vous êtes détenu. Vraiment, un seau et tout. On ouvre le robinet. Les gens, les détenus. Voilà, les prévenus qui sont là, ils peuvent faire la propriété de la propriété. Regardez souvent ce qu'on observe lorsque les gens viennent pour faire une carte d'identité. Vous voyez des personnes âgées, des personnes qui vraiment ont une santé fragile, qui sont là sous le soleil, sous la pluie, qui n'ont même pas de place où s'asseoir. On vous dit non, il n'y a pas de public. Non, Ils demandent, on ne les donne pas. On a le droit de tirer par rapport à l'état des cellules, mais il y a aussi des demandes. Vous arrivez dans certains commissariats, il n'y a pas de lieu de saisie. Mais comment on explique le fait qu'on vous demande d'aller saisir dans une bureautique d'à côté, vous payez, vous revenez avec, parce qu'ils n'ont pas de matériel, on peut les comprendre, mais la saleté dans les cellules, vraiment, tout commissaire, tout responsable d'unité a l'obligation de faire la propreté. Et là, que ce soit Maïs et Moïse, le faire. Disons légalement que le budget... Ils n'avaient pas. Voilà. Quand ils ont fini de cacheter ici, ils m'ont dit moi-même d'aller chercher un papier, un verre comme ça. Un format, j'ai collé moi-même pour venir. C'est-à-dire que même le format, même la colle. Pour coller, voilà, depuis. Donnez-la-moi mon bon. Donc c'est vous, citoyens, qui devez aller chercher le format, mettre dessus
collé. Donc, Non, mais sois sérieux quand même. Voilà. 100 cartes d'identité depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Nous sommes allés ensemble avec Bobo. d'accord. Tu es allé avec Bobo pour faire la carte. Mais finalement, le hashtag je veux ma CNI a servi à quoi au Cameroun là? Non, on a fait savoir qu'il y avait un numéro même. Je crois qu'on a fait savoir qu'il y avait un numéro où on peut appeler. 200 se cartes d'identité. La bonne approche jusqu'en quel mois? Attendez, on va Non, lire. jusqu'à septembre. Jusqu'au 30 septembre 2021. Après Non, septembre, fallait que le 21, Commissaire de police Martial. L'officier. Hein? Oui, Martial, c'est quoi? C'est quel commissariat qu'on nous dit aussi. Ce n'est Hein. pas le problème de celui qui a protégé, c'est c'est pas pas le- son problème. C'est le problème, c'est que ça ne sort pas de la délégation. Pourquoi? En septembre, on va protéger jusqu'à janvier 2022. 2 ans. Donc, Plus de 2 ans par an. c'est un état de fabrication. Bon. Non, mais Oh un état. ben non. Non, Oh ben non. Donc, en réalité, Oh, s'ils n'arrivent non. pas à avoir le papier, donc sûrement que même ne demandez pas au chef d'unité de demander par exemple qu'on refasse les toilettes. Peut-être les toilettes sont Non, bouchées, mais mais ce au qui- moins la simple propreté. Il y a Parce que les même- robinets même- sont là, même ces cas- il y a des robinets, il y a des seaux. Même les seaux maçons, on peut trouver. Les Il faut détergents, un on peut. collectif. Il y a tellement de personnes qui sont bloquées. Parce qu'il faut dire, avec un récépissé, il y a des transactions bancaires que vous ne pouvez pas faire. Non, moi j'ai plus Vous de temps, ne je pouvez sais pas faire. D'abord, Avec un le nom récépissé, est effacé. il y a des choses tellement limitées. Vous êtes limité quand vous avez un récépissé. Mais est-ce que c'est pas- extrêmement limité. Comment est-ce qu'on peut être au Cameroun en 2021? On n'a pas de carte nationale C'est d'identité. justement parce que vous êtes au Cameroun. Bon, on est au Cameroun. Donc les Camerounais eux-mêmes, à un moment donné, se disent, bon d'accord, faisons comme on peut. On a lancé un hashtag ici, je veux ma CNI. CNI. On a fait 2-3 jours, ça fait un petit bruit là. Maintenant, dès que la DGS s'est prononcée, allez, les Camerounais stoppés. Et pourtant, les Camerounais n'ont pas de CNI. Et il y en On a les arrête tous les jours. et on vous arrête tout le Et temps. ils payent. Mais c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait pour en sortir Moi, à quand un même? moment, c'est l'une de mes femmes qui m'a dit de faire. Je voulais même ne plus proroger. Et pour qu'on m'arrête. Oui, c'est peut-être Oui, mieux. mais c'est ça après, la elle m'a dit, solution. non, Mais comment mais- peut-on comprendre l'empressement qu'il y a dans à arrêter des personnes, mais on ne comprend pas justement cette lourdeur qu'il y a à pouvoir établir Moi, je vous ai posé une une carte question ici. d'identité aux Je vous ai citoyens. posé une question ici en semaine, la semaine dernière. On n'a pas de carte d'identité et du coup, on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales. Vous comprenez forcément que c'est fait à dessein. Oui, mais absolument. Voilà. Donc, c'est que sur Deuxième 2025, vous aurez tout. Deuxième chose, en 2024, on vous dira que la carte d'identité c'est C'est gratuit. gratuit. Oui. Allez vous inscrire gratuitement On va sur vous les cartes. donner ça rapidement. Mais c'est incroyable. Vous allez recevoir. Vous avez inscrit à quel moment sur les cartes d'identité, sur les listes électorales? Autre chose, on a vu le passeport qui a fait un débat ici où on permet aux Camerounais de s'inscrire désormais en ligne. Qu'est-ce qui empêcherait que l'on puisse également souscrire en ligne pour obtenir sa carte d'identité en 24 ou en 48 heures? Il y aura pas Si beaucoup le d'argent. passeport le Ça donne fait. combien? Pardon? Si on le C'est fait en ligne, il y aura pas, 2800. l'argent ne va pas circuler, Ah bon? Michel. 2800. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales en ligne Ça dans donne- le Cameroun aujourd'hui? Ça donne- Qu'est-ce qui fait problème? Il y a une prochaine vague de manifestations qui vont déclencher en héros parce qu'apparemment, dans certaines ambassades, pour pouvoir obtenir le passeport, vous devez dépenser un peu plus de 150 000. Effectivement. Ça, ils sont en train de Il y a eu des s'organiser augmentations. désormais, il y a des augmentations dans les représentations consulaires. Donc, c'est grave. Ce pays, je ne sais pas. On est content de voir des gens. Moi, je pense qu'en étant, si j'avais été président de la République, voir autant de monde aller demander le visa pour fuir le passeport, l'établissement du passeport, allait me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays. On vous ramènera, Non, on vous ramènera monsieur les Michel images des Gadjou, demandeurs de passeport au Cameroun Monsieur Michel, alignés à l'immigration. Je serai Vous là comprendrez. triste et je vais me dire pourquoi les gens veulent fuir le pays que j'administre. Je vais commencer à réfléchir sur tous les secteurs pour éviter que les gens ne sortent. Vous vous rappelez l'époque de Muammar Kadhafi? Combien de Libyens sortaient? Combien cherchaient à partir? C'est quand même grave. Ça, c'est On voit beau. ça et on se dit, voilà une niche où on peut remplir les caisses de l'État. Allez, on fonce, on monte à 110 000 francs parce qu'on sait que vous voulez partir, on va vous aider à nous rendre riches. Charles Lamel, on va bien sûr s'arrêter là. On va marquer une pause également avec un annonceur permanent sur ce plateau. C'est Consti Lamine avec Soratko. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Ngatsou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et un bonjour très sympathique à l'endroit de tous les policiers du Cameroun. Ces policiers qui, il faut le rappeler, sont les grands clients et partenaires du concept Salaka. Et le concept Salaka accompagne également au quotidien la police camerounaise. Donc faites comme le concept Salaka, soutenez la police camerounaise. Alors ce matin, il est question de parler vente et il est question de
de parler des magasins Sorepco, il est question bien sûr de parler carreaux. Ah ben oui, et quand on parle bien sûr des carreaux, on parle bien entendu des magasins Sorepco. Alors ceux qui n'ont pas encore les carreaux à la maison, c'est une erreur. Ceux qui n'ont pas encore les carreaux à la maison, c'est un véritable tort, parce qu'en 2021, les magasins Sorepco veulent permettre à tout un chacun d'avoir les carreaux de très très bonne qualité à la maison, les carreaux durables, les carreaux d'origine, les carreaux bien entendu. Oh là 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 là, chers téléspectateurs, regardez comment ça se présente à l'instant. Regardez bien sûr ces carreaux, chers téléspectateurs, c'est la qualité totale. C'est des carreaux qui se nettoient facilement. C'est des carreaux durables. Regardez bien sûr le derrière de ces carreaux-là, chers téléspectateurs. Regardez comment c'est doux. Regardez comment c'est épais, les carreaux des magasins Sorepco. Et en ce moment, il faut le rappeler, il y a une grande promotion dans toutes les agences Sorepco. Oui, parce que le concept Salaka et les magasins Sorepco ont décidé de permettre à tout un chacun d'avoir une maison carrelée, d'avoir une barrière carrelée, d'avoir une terrasse carrelée, parce que les carreaux permettent d'entretenir facilement la maison, raison pour laquelle je vous invite encore dans les magasins Sorepco. Donc motote nye sengalema tatan basango na banyango pesa na ngonde di wapula te karo ya boam alande o Sorepco, wapula te karo ye solide alande o Sorepco, wapula te karo ye moins cher alande au magasin Sorepco. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par la première quantité. Regardez ce qui est à côté de ces carreaux. C'est une cuisinière 4 foyers. Elle n'est pas à vendre, on vous la remet gratuitement dans tous les magasins Sorepco dès que vous achetez 600 mètres carrés de carreaux grand format. Je n'ai pas dit les carreaux petit format. Et quand on parle des carreaux grand format, c'est des carreaux 50 par 50, 40 par 40, 80 par 80, 1 mètre sur 1. Parce que Sorepco, c'est toutes les dimensions des carreaux grand format à des prix les plus bas. Et nos carreaux sont avec garantie. Vous achetez 600 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, on vous remet gratuitement une cuisinière 4 foyers de marque Nexus. Alors, plus vous achetez, plus vous recevez les cuisinières. À côté, bien sûr, de la quantité de 600 mètres carrés, ceux qui ont besoin de 300 mètres carrés par rapport à leur espace, vous achetez 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, qui sont déjà les carreaux de bonne qualité, les carreaux moins chers, les carreaux grand format. On vous donne gratuitement 25 sacs de ciment colle dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, je dis bien 25 sacs de ciment colle. Nous quittons 300 mètres carrés pour prendre à présent 150 mètres carrés. Vous achetez 150 mètres carrés de carreaux grand format dans les magasins Sorepco. Qu'est-ce qu'on vous donne? Regardez la centrifugeuse. Elle est neuve, elle est d'origine, elle est nyanga, elle est de bonne qualité. On vous la donne gratuitement. Ah ben oui, avec Sorepco, chacun devra avoir les carreaux. Et ceux qui ont besoin rien que de 25 mètres carrés, parce que Sorepco a pensé à tout le monde, Sorepco a pensé à ceux qui ont besoin en quantité et ceux qui ont besoin d'une petite quantité. Vous achetez 25 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, vous recevez un sac de ciment colle qu'on vous donne gratuitement. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter n'importe où les carreaux. Rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez les carreaux à des prix les plus bas. Que vous soyez policier, que vous soyez militaire, que vous soyez gendarme, les magasins Sorepco, c'est pour vous. Parce que là-bas, c'est la qualité et rien que la qualité à petit prix. Passez vos commandes, n'attendez pas la fin de la promotion. Merci à vous, madame, monsieur, pour le regard et la fidélité que vous portez chaque matin à notre antenne. Au Zénith, en même temps, n'oubliez pas, quoi que vous n'ayez pas de carte d'identité, on va dire informatisée, si vous avez un récépissé, faites vite d'aller vous inscrire sur les listes électorales parce que 2025 se prépare maintenant. Si vous pouvez comprendre, faites-le. Et surtout, lorsque viendra le moment d'un vote, dites-vous, je vais sacrifier 48 heures de ma vie, je prendrai mon vote, je le jetterai, mon bulletin, je vais jeter dans l'une, je resterai là pour veiller, je ne rentrerai plus chez moi. Préparons-nous. Jusqu'au 31 août, justement, cette année. Merci beaucoup, Bonbon, merci à vous, merci à tous. À demain 10h, avec le même plaisir.